Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravie de présider cette dernière conférence de la branche française de Lila, en tout cas pour cette année. Je remercie la branche française de m'avoir fait confiance pour présenter cette conférence. Je remercie aussi infiniment l'IREDIES de nous accueillir. C'est une émotion particulière pour moi de revenir à l'IREDIES. C'est toujours... Ah, ouais, il y a un écho. C'est toujours un plaisir. Je vais attendre. Il faut baisser le son, je pense. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais. Toujours un plaisir de revenir dans ma maison, je crois que je peux le dire. Alors avec toutefois des circonstances un peu, enfin, même très douloureuses. L'Irédias est endeuillé depuis une semaine, puisque l'une de ses membres, Isabelle Pingel, est décédée il y a tout juste une semaine. Et je voulais avoir une pensée pour elle. J'ai eu la chance de la côtoyer quasiment quotidiennement quand j'étais maître de conférence ici et que j'étais à l'Irédias. Et une journée où on croisait Isabelle pour un café, pour une discussion, c'était forcément une belle journée. Je garderai ce souvenir d'elle et je voulais adresser toutes mes pensées pour Isabelle, bien sûr, et aussi pour les collègues de l'IREDIES qui vivent une perte vraiment tragique. Et j'imagine que les couloirs de l'étage du dessus sont déjà bien vides. Alors, ce soir, on va parler des transferts de technologie à l'heure de la transition écologique. Alors, je vais faire un énorme avertissement. Je ne suis pas du tout spécialiste de ce sujet. Quand l'annonce de la conférence a commencé à circuler, beaucoup de personnes se sont étonnées. Non, je ne suis pas du tout spécialiste de cette question. Mais les transferts de technologie, ça fait partie des questions qui m'intriguent, qui m'interpellent dans mes recherches plus générales sur les interactions entre droit international économique et droit international de l'environnement. Ça fait partie des questions qui me laissent perplexe, dont je sens qu'elles méritent toute mon attention, qu'il faut les approfondir et aussi y passer beaucoup de temps parce qu'elles sont très complexes. Et il m'a semblé que c'était intéressant de proposer une conférence à Lila sur ce sujet. Et comme je ne suis pas du tout spécialiste, je me suis entourée de deux spécialistes que je remercie vivement d'être là ce soir. Donc, à ma gauche, Nicolas Dinquetin, qui est professeur à l'Université de Poitiers et qui est spécialiste des droits de propriété intellectuelle et vous travaillez beaucoup sur ces questions de transfert de technologie dans le cadre du développement durable. Et à ma droite, Maître Guillaume Henry, avocat au cabinet, je vais peut-être écorcher les noms, Schlepper, Henry et Neumann. Et là aussi, vous avez beaucoup travaillé et vous travaillez, je crois, au quotidien sur ces questions. Donc, ça va être un dialogue droit public, droit international public, droit international privé. Je suis bien cernée, mais je crois qu'on a vraiment là une question qui incarne la raison d'être de Lila, qui est de s'interroger sur, en tout cas, de transcender cette dichotomie droit international public, droit international, droit privé de manière générale. Et cette conférence, on l'a conçue comme un dialogue. Je vais parler un tout petit peu et puis ensuite je vais adresser un certain nombre de questions à nos invités sur des aspects, peut-être des idées reçues sur les obstacles qui empêchent les transferts de technologie, sur les leviers que l'on peut mobiliser, etc. etc. Euh, Avant ça, je vais commencer par dire quand même quelques mots, donc du point de vue de la publiciste que je suis, non spécialiste, mais qui rencontre les transferts de technologie de manière quasi quotidienne dans mes recherches en droit international économique et en droit international de l'environnement. Alors, il y a évidemment mille et une façons d'entrer dans ce sujet des transferts de technologie.
Mais si on a choisi, de l'aborder, dans le cadre de la transition écologique, c'est peut-être parce que c'est sous cet angle, que, semblent apparaître de la manière la plus flagrante les contradictions du droit. Les contradictions du droit international ou en tout cas, voilà, ce qui semble être des contradictions. Contradiction parce que si, je me tourne vers le droit international de, l'environnement, les transferts de technologies sont aujourd'hui vraiment au cœur, de ce droit international de l'environnement, au cœur des objectifs, des, accords multilatéraux sur l'environnement, que ce soit dans le cadre du climat, de la protection de la biodiversité, du droit de la mer, et cetera. Alors quand on regarde un petit peu plus en détail dans ces, instruments de droit international, il n'y a pas d'obligation en tant que telle pour les États de procéder au transfert de technologie, hein. Le langage est assez vague, assez lâche. Les États encouragent, les États reconnaissent l'importance des transferts de technologie, ils facilitent, etc. Mais si on creuse un peu, eh bien, il se trouve qu'il y a un certain nombre de principes qui sont structurants en droit international de l'environnement et qui viennent, tout de même donner, corps à ce qu'on peut appeler, une obligation, ou un engagement, en tout cas, des États, à faciliter, ces transferts de technologie. Ici, je pense au principe des responsabilités communes mais différenciées, qui est vraiment centrale au droit international du climat et plus généralement au droit international de l'environnement. Je pense au principe du partage juste et équitable des avantages qu'on va trouver dans le protocole de Nagoya à la Convention sur la biodiversité et qu'on va aussi trouver dans le nouveau traité, le traité BBNJ, le traité sur la haute mer, qui est un principe, hein, qui a en son cœur le transfert de technologie, les transferts de technologie étant considérés comme des avantages non monétaires qui participent à la réalisation du principe d'équité. Je pense encore aux obligations de financement auxquelles s'engagent les États, hein, dans le cadre de ces différents accords multilatéraux sur l'environnement, etc., etc. Donc, si on s'en tient à la sphère du droit international de l'environnement, les transferts de technologie constituent bien un levier privilégié essentiel de la mise en œuvre de ces objectifs, des objectifs qui sont posés dans ces instruments. Mais si on se tourne vers d'autres instruments, il semble qu'à l'inverse, le droit international dresse aussi certains obstacles à ces transferts de technologie. Si je me tourne du côté du droit de l'OMC, on a au moins deux accords, l'accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce et l'accord sur les mesures relatives à l'investissement liées au commerce qui peuvent présenter, en tout cas, poser un certain nombre de difficultés face à ces transferts de technologie. Si je me tourne du côté des accords d'investissement, là aussi, on va trouver un certain nombre de dispositions relatives à l'interdiction des performance requirements, par exemple, où il peut être interdit de forcer un investisseur à procéder à des transferts de technologie. Donc, il semble qu'il y ait une contradiction entre ces différentes normes de droit international. Et puis pour le moment, je n'ai parlé que de droit international public. Et à ce premier niveau de difficulté s'en ajoute une autre, et qui est sans doute plus fondamentale encore, c'est que quand bien même on pourrait dégager en droit international un ensemble de règles qui permettent, hein, de favoriser, d'encourager les transferts de technologies, en réalité, ce sont les entreprises qui sont détentrices de ces technologies. Donc on a dans la question des transferts de technologie, à la fois une logique interétatique qui relève de la coopération, de l'assistance, du renforcement des capacités. Mais on a aussi une logique transactionnelle, une logique de marché, de compétitivité, de concurrence, qui est plutôt entre les mains, cette fois-ci, des acteurs économiques, des personnes, en tout cas des entreprises. Et donc, on a des rapports de force qui sont multiples au moment de s'interroger sur les transferts de technologie entre les États, entre les États et les détenteurs de technologies. Et on a aussi une superposition d'instruments juridiques, d'outils juridiques qui rendent extrêmement difficile la compréhension de la manière dont les transferts de technologies peuvent contribuer à la transition écologique. Donc, ce soir, on va essayer de démêler une partie de ces questions. Et avant d'en arriver
à ces interrogations que j'ai à vous poser. Messieurs, juste une dernière petite remarque. En travaillant sur le sujet, j'ai pas amené, pour faire sérieux, une partie de ma documentation. Je me suis demandé si finalement l'expression transfert de technologie était le bon terme, si c'était la bonne expression. Quand on parle de transfert, on a peut-être l'idée d'une dimension unilatérale et instantanée, où les opérations dont il est question impliquent euh, voilà, un détenteur et puis un récepteur, alors qu'en réalité, le transfert, ce n'est pas une opération instantanée, c'est un processus, c'est une négociation multipartite qui doit reposer sur une participation inclusive des États, des détenteurs de la technologie, du tissu industriel local, euh, probablement aussi des peuples autochtones qui ont aussi des savoirs qui méritent d'être mobilisés au moment où il convient de s'acclimater aux nouvelles technologies. Donc c'est un vrai processus d'assimilation de la technologie qui probablement ne peut pas être résumé dans ce terme de transfert. Peut-être conviendrait-il plutôt de parler de coopération technologique, coopération des savoirs, de solidarité des savoirs. En tout cas, voilà, je pose la question. Et puis, technologie. Là aussi, ce dont on va parler, il me semble, ce n'est pas uniquement de technologie. C'est un élément du transfert de technologie, mais on va aussi parler de savoir-faire, on va aussi parler de culture industrielle. Et finalement, c'est un ensemble de savoirs qui sont mobilisés et qui doivent être entretenus, développés sur le long terme. Donc, il me semble que en tout cas, c'est cette intuition que je pose au début de cet échange, que peut-être le terme de transfert de technologie occulte une grande partie de la réalité de ce dont il s'agit et par conséquent eh bien, des enjeux juridiques qu'il y a derrière cette question. Je m'arrête là et je vais tout de suite demander des éclairages à mes invités, à nos invités. Et d'abord, qu'est-ce que l'on entend par transfert de technologie? Quels sont les principaux vecteurs juridiques qui permettent ces transferts de technologie? Je tourne vers vous, Nicolas, dans un premier temps. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation et la présentation du sujet. Je crois que le fait que le sujet soit réellement complexe fait qu'on n'arrivera pas à liquider tous les problèmes ce soir dans notre échange. Et je pense qu'on peut souligner aussi une fois encore la grande capacité de l'ILA à être dans l'air du temps, puisqu'on fête aussi en 2024 les 30 ans du traité de Marrakech qui fonde notamment cet accord ADPIC dont l'article 7 consacre un principe de transfert de technologie pour aider la promotion et le bien-être, le développement du bien mondial. Article 7 qui est probablement au cœur de nos discussions et article 7 qui, si on fait un bilan des 30 ans ce soir, montrera certainement pas un grand succès. Donc, c'est peut-être pas le bon angle d'approche qui a été retenu ici. Alors, pour envisager un transfert de technologie, faut-il qu'il y ait déjà quelqu'un qui se considère titulaire d'une technologie et qui le transfère à quelqu'un d'autre qui est dépendant de cette personne? Parce que si je suis pas dépendant de quelqu'un, à vrai dire, j'ai pas besoin de transfert technologique. J'ai peut-être besoin de formation, mais j'ai pas besoin de transfert. Et c'est déjà là un premier point, à mon avis, central, c'est qu'on a une lecture du transfert de technologie sous l'angle de la technologie appartient nécessairement à quelqu'un qui va nécessairement la transférer à quelqu'un d'autre. Or, on va le voir, dans les technologies existantes, il y en a de très nombreuses qui n'appartiennent à personne ou n'appartiennent plus à personne ou qui appartiennent à quelqu'un sur quelques territoires, mais n'appartiennent à personne sur de très nombreux territoires. Et donc, le transfert de quelque chose qui ne vous appartient pas n'est pas légitime, ou en tout cas ne peut pas se faire dans l'idée d'une telle circulation et notamment du besoin d'une autorisation pour accéder à cette technologie, même si on le verra, à défaut du besoin d'autorisation, il peut y avoir un besoin de formation, un besoin d'assistance, mais ce n'est pas du tout le même enjeu, ce n'est pas du tout la même nature d'opération que l'on doit mettre en place.
Alors, quelques éléments ici. Je pense qu'à la transition écologique, on peut même aller plus loin que ça. C'est carrément les enjeux de développement durable. Nos 3 piliers, nos 7 objectifs de développement durable qui sont liés. Il y a à peu près aucun doute que la technologie peut servir, une amélioration de l'environnement, même si c'est pas toujours le cas. Je vous rappelle que, la blockchain Bitcoin, elle consomme, l'électricité, de l'Islande pour, le sat la satisfaction de quelques centaines de milliers de personnes. Donc, je ne suis pas sûr que la technologie ici soit parfaitement liée au développement écologique ou au développement durable. Mais à côté de ça, on a évidemment de très nombreux enjeux technologiques, la santé, l'assainissement de l'eau, la production de biens et services de façon écologiquement acceptable, mais aussi de façon économiquement et socialement acceptable pour les populations. Donc l'enjeu est majeur pour le développement ici et ailleurs. C'est vraiment l'idée du développement durable et on a une interaction, vous l'avez souligné, entre le droit public interne et le droit public international, le droit privé interne et assez peu le droit privé international, en tout cas du point de vue de la propriété intellectuelle en dehors de l'OMC. Alors, pour répondre très rapidement à ça, vous voyez, il n'est pas évident qu'on ait à faire des transferts. Il est probable qu'on ait à assister, mais assez peu probable qu'il y ait besoin de transfert. Détenir, en tout cas du point de vue des brevets, j'ai pris quelques chiffres aujourd'hui sur le site de l'OMPI pour vous donner une idée de la pression des brevets, donc l'éventuelle contrainte de la propriété intellectuelle, ce qui est quand même très régulièrement mis en avant. Est-ce que les droits de propriété intellectuelle des opérateurs bloqueraient l'accès à la technologie sur le territoire de tel ou tel État? Des ordres de grandeur très vite, que ce soit les brevets délivrés ou les demandes de brevets. En Chine, il y a quasiment 5 millions de brevets délivrés. Aux États-Unis, il y a en masse 3,5 millions de brevets délivrés. En Allemagne, il y a un peu moins de 1 million. Il y a 950 000 brevets délivrés. Et en France, en gros, il y a 750 000 brevets délivrés. Donc voilà les masses. Vous voyez, il y a déjà des écarts extrêmement grands d'un environnement à l'autre. Alors maintenant, je prends quelques exemples d'autres zones classiquement intégrées dans des zones à développer. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, c'est 17 États de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, et ainsi de suite. Au API, eh bien, il y a à la masse 2000 brevets délivrés. Donc, si je vous dis qu'on n'a rien à faire du droit des brevets, je ne suis pas loin de la vérité. Dans les 2000, vous pouvez certainement tomber malheureusement sur une technologie dont vous avez besoin et qui est couverte par un brevet. Mais c'est extrêmement marginal face à la densité de brevets, ne serait-ce qu'en France, qui est de très loin le pays pour lequel il y a le moins de brevets délivrés dans ce qu'on a vu. Et si je continue, l'ARIPO, c'est une association d'États d'Afrique de l'Est. ARIPO, il y a 2100 brevets délivrés à l'heure actuelle. Et puis si je prends d'autres pays, l'Argentine, 14 500 brevets. La Malaisie, 32 000 brevets. Les Philippines, 25 000 brevets. Le Brésil, très grand pays, 58 000 brevets. L'Afrique du Sud, 78 000 brevets. Donc, il y a beaucoup plus en Afrique du Sud que dans les autres pays, mais si c'est toujours 10% seulement en Afrique du Sud des brevets délivrés pour le territoire français. Et si vous regardez les demandes, les constats sont à peu près les mêmes, évidemment. Il y a très, très peu de volume de demandes. Donc, la réponse ici, c'est que si je regarde la question du point de vue du droit des brevets, strictement du point de vue du droit des brevets, ma réponse est de dire, avant de demander à quiconque, exploitons ce qui est libre. Il n'y a pas de brevet mondial. Ça veut dire que si sur le territoire de l'État, j'ai besoin d'une technologie qui fait l'objet d'un brevet en France, en Allemagne, en Chine, au Japon, aux États-Unis, mais que le brevet n'est pas délivré sur ce territoire, je suis libre d'utiliser la technologie. Si je suis libre, je n'ai pas besoin de demander le transfert. Et on a ici un mécanisme très important de la propriété intellectuelle qui s'applique, c'est la territorialité de la propriété. Partout où il n'y a pas de territoire, je suis libre. Et je laisserai la parole à Guillaume dans la foulée. Ce qui est aussi important de noter, c'est que vous avez un écosystème de liberté territoriale qui émerge. Parce que si je produis librement en Argentine, je peux vendre tout aussi librement en Malaisie, en Philippines, ou sur le territoire des États de l'ARIPO ou sur le territoire des États de l'OAPI. Et très concrètement, vous avez un gros tiers de la population mondiale
qui vit sur le territoire d'un État à très faible densité de brevets. Donc, s'il y a une très faible densité de brevets, il y a une très forte liberté d'action, très forte liberté d'utiliser la technologie. Et pourtant, j'en finis par là pour cette première phase. Je vous l'ai dit, 1994-2024, on est incapable de démontrer une quelconque accélération de l'accès aux technologies sur ces territoires, quand bien même, je le dis dès maintenant, ce n'est pas un problème de droit des brevets. Le niveau juridique, le cadre légal du droit des brevets est très similaire parce qu'on a 166 membres de l'OMC et donc les 166 membres doivent être conformes aux accords APIC qui fournit un cadre minimal pour la propriété intellectuelle. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de transfert. Par contre, il faut s'emparer de la technologie et rendre les choses dynamiques. Il y a un trou dans la raquette, et je pense que Guillaume va l'envisager bien mieux que moi, c'est ce qui n'est pas dans les brevets et dont vous avez besoin pour mettre en œuvre une technologie. Mon brevet va décrire des bouts de ma technologie, mais dans bien des cas, je vais avoir d'autres aspects de ma technologie, notamment attachés aux lignes de production, qui relèvent de mon savoir-faire et qui ne sont pas dans les brevets, et donc je peux avoir besoin, dans ce cas-là, de quelqu'un qui me transfère ce savoir-faire. Mais c'est tout à fait différent. Maître Henry, c'est à vous. Merci. Euh, merci aussi pour l'invitation. Je suis très heureux de parler devant vous ce soir, sachant que je ne suis pas spécialiste de droit international privé, ni spécialiste de droit international public. Je suis spécialiste de droit de la propriété intellectuelle et plus particulièrement industrielle et des brevets. Euh, et j'ai une petite activité de recherche, enfin, de recherche comme un avocat, hein, qui m'a amené depuis une dizaine d'années à m'intéresser aux liens entre la propriété industrielle et la transition vers une économie durable. Et j'ai essayé de voir, un des enjeux, c'était de déterminer si, Nicolas a déjà un peu répondu hein, à la question, est-ce que c'est un frein, les brevets, ou au contraire, est-ce que c'est un accélérateur de la transition vers une économie durable? On peut faire la même chose d'ailleurs pour les marques et les labels. On va voir si ça encourage ou si ça freine. Et on avait même monté une association d'analyse écologique du droit en se disant qu'en fait, on pouvait le faire avec n'importe quelle matière. Euh, le droit d'auteur, je sais pas, le droit des contrats, le droit international privé, le droit international public. Et notre ambition, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait modifier un peu les règles, sans révolution forcément, mais d'essayer de savoir si on pouvait modifier les règles pour que ça accompagne mieux. Et donc, en faisant ces travaux, j'avais distingué, en fait, d'abord la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de transfert de technologie dans ce domaine? En fait, on a besoin de transfert de technologie pour une raison, c'est que si on regarde la vitesse de diffusion des technologies dans l'histoire, bon, pas plutôt récente, hein, depuis la première révolution industrielle, les études montrent qu'en fait, les durées d'assimilation lorsqu'une nouvelle technologie apparaît sur le marché, sont en fait trop longues. Si on le compare à l'obligation, enfin, pas l'obligation juridique, mais à la nécessité, en fait, que la plupart des sociétés fassent leur transition vers une économie qui soit plus durable. On peut dire durable, mais déjà plus durable, c'est déjà mieux. Et l'autre difficulté, évidemment, c'est que pour que ça fonctionne, si on le fait que dans 10 ou 20 ou 30 États, ça va pas fonctionner. Ça va dire, l'effet va être évidemment extrêmement limité. Et donc, face à cette situation, en fait, on a le premier besoin, c'est d'encourager l'innovation, évidemment. Et ça, on a un outil qu'on connaît bien, qui est les brevets, évidemment. Euh, et on a aussi besoin moi, ce que j'avais distingué entre diffusion et transfert. Je vous expliquais pourquoi. La diffusion d'une technologie, c'était dans un territoire où, avec des acteurs qui sont au même niveau de technologie. Et ça va rejoindre le propos de Nicolas. Le transfert de technologie, c'est dans l'acception que j'avais choisie, hein, c'était plutôt le transfert d'une personne, un État ou une entreprise, qui a un certain niveau de technologie à un autre qui a un niveau inférieur. Et c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose pour différentes raisons que je vous expliquais dans un instant. Mais d'abord,
premier point, c'est qu'en fait, pour le brevet, il y a un peu une antinomie, en fait. Pourquoi? Parce que le brevet, l'idée du brevet, c'est quoi? C'est on vous encourage à investir dans la recherche. En contrepartie de quoi? On vous accorde un monopole de 20 ans sur une technologie. Donc, si on a un monopole sur une technologie, il y a un peu un problème de diffusion et a fortiori de transfert. Et donc, l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut euh, euh, aller au-delà en fait de cette difficulté en favorisant à la fois la diffusion et les transferts. On s'aperçoit d'une chose, la diffusion c'est plus simple que le transfert parce que la diffusion, si vous avez deux acteurs qui sont au même niveau de connaissances technologiques, une licence par exemple de brevet brut, on a une licence de brevet brut, ce qu'on a dans notre domaine, c'est une licence où on accorde juste, on dit vous avez le droit d'utiliser mon brevet, terminé. Et c'est pour ça, en fait, il faut nécessairement que qu'il y ait un niveau de connaissance assez similaire. Sinon, c'est pas possible parce que dans le brevet, en principe, un brevet, c'est un mode d'emploi. Je ne sais pas si vous êtes familier des brevets, mais un brevet, il y a trois parties. Il y a une première partie, ce qu'on appelle la description. Et ça doit être un mode d'emploi, c'est-à-dire qu'on le donne, alors pas à nous, mais à l'homme du métier. Il doit être en mesure de reproduire l'invention. La deuxième partie qui va avec, qui sert à l'interpréter, ce sont les figures. Il y a toujours des figures. Et puis la troisième partie, ce sont les revendications. C'est ce qui forge la portée du monopole. Et donc, pour une diffusion de technologie, il faut que la personne qui va recevoir, à laquelle va être octroyée la licence, puisse concrètement la mettre en œuvre. Et ça nécessite toujours énormément de savoir-faire. Donc, pour on puisse diffuser, même dans ce cadre, il y a une condition. Et il y a une difficulté tout à fait considérable, c'est que une entreprise ou même dans la recherche publique, c'est sensiblement différent. Mais dans la recherche privée, une entreprise qui investit en général pour innover, son objectif, c'est presque jamais de diffuser la technologie. Quand bien même la diffusion de la technologie serait payante et puis peut lui rapporter des redevances. Hein. Je ne sais pas de statistiques, mais je pense que dans 90% des cas, une entreprise, elle investit pour obtenir un brevet, pour avoir un monopole et pour vendre des produits qui sont mieux que ses concurrents. C'est pas du tout antinomique, mais en pratique, ça se fait extrêmement peu. Il y a quelques très grosses entreprises dans le monde, comme une très connue qui s'appelle Qualcomm dans le domaine des télécommunications, qui est un laboratoire. Ils n'ont pas de produits et ensuite ils vivent en octroyant des licences. Mais ça, c'est l'exception. Et donc déjà, dans nos sphères où tout le monde est à peu près au même niveau de technologie, c'est rare. C'est ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas un réflexe. Ça n'est pas un mode de valorisation de la recherche qui est classique. Et quand on passe au transfert de technologie, alors là, ça devient rare. Ça devient rare, pourquoi? Parce que dans le cas d'un accord de transfert de technologie, s'il y a un gap entre le détenteur de la technologie, brevet ou pas d'ailleurs, et celui qui va le recevoir, en fait, il faut que nécessairement il y ait une assistance technique. Sinon, ça ne marche pas. Et là, c'est ce qu'on a, en fait, en gros, c'est un transfert de savoir-faire. Et ça, les entreprises, il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'autant un brevet, il y a des mécanismes de licence forcée, de brevets qui en France, ça n'a jamais été appliqué. Mais dans le monde, ça a été appliqué et avec un certain succès, pas dans le domaine des technologies vertes, mais dans le domaine de la santé. Il y a eu des licences forcées sur des vaccins, sur des traitements, et ça fonctionne. C'est long, c'est pas simple, mais ça fonctionne. Mais dans le domaine des technologies vertes, relativement peu. Et une entreprise, elle a toujours, et d'ailleurs c'est valable aussi un peu pour la recherche publique, en tout cas en France, hein, c'est un peu mon expérience, transférer son savoir-faire, c'est extrêmement, j'allais dire traumatisant, c'est trop fort, mais il y a peu de volonté de faire ça. Il y a peu de, c'est difficile. Et non seulement c'est difficile, mais on ne peut pas obliger, puisque le savoir-faire, sa définition, c'est une information qui, alors elle est pas forcément exclusive. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres personnes qui la détiennent, mais elle est difficile à obtenir. Et donc, on ne peut pas obliger une entreprise, ou en tout cas c'est extrêmement complexe, à transférer un savoir-faire. Pour une raison simple, on sait, puisqu'il n'y a que l'entreprise qui a le savoir-faire, ou quasiment, comment voulez-vous savoir, lui dire ce qu'elle doit transférer, en fait? On ne le sait pas.
Et donc ça, c'est un obstacle majeur au transfert de technologie. Alors si je reviens un petit peu sur le mot de transfert de technologie, lorsqu'on avait travaillé sur ces questions, donc c'était les transferts de technologie axés sur la transition vers une économie plus durable, il y avait déjà un élément que moi j'avais trouvé assez essentiel, c'est que on peut avoir l'image de transfert nord-sud. Et ce dont on s'aperçoit dans ce domaine et d'autres, c'est que c'est de moins en moins vrai. C'est encore vrai dans énormément de situations, mais des pays qui souhaitent acquérir des technologies, ça va être, je sais pas, l'éolien, le solaire, enfin tout ce que vous voulez, euh, elles ont en fait à leur disposition une palette en fait d'entreprises, d'États qui détiennent des technologies. Et il n'y a pas que nord-sud, hein, ça est sud-sud, ça peut être sud-nord parfois, mais enfin, ici, il n'y a qu'à penser au photovoltaïque. Hein. Il y a un pays qui veut fabriquer une ferme de panneaux photovoltaïques. La plus grande probabilité, c'est que ça vienne plutôt de Chine, en fait. Hein. Mais pas de. Ça peut venir aussi d'Europe, hein, mais et sur l'éolien, c'est en train de devenir aussi un peu la situation. Donc les transferts euh, dans ce domaine, et je pense que on doit pouvoir l'élargir à d'autres domaines, c'est plus quelque chose comme ça, hein, de descendant. C'est il y a une multitude de possibilités qui s'offrent aux États. Et et pour aussi rejoindre ce que vous disiez, c'est que euh, le, le- c'est lié aussi au marché. Parce que comme il est extrêmement difficile d'obliger, de contraindre une entreprise ou même un laboratoire privé à transférer sa technologie, en fait, le seul moyen qui a fonctionné ces dernières années, c'était l'intérêt économique, en fait. C'est comme ça, et il n'y a pas d'autre secret, c'était comme ça que la Chine a absorbé à peu près toutes les technologies, hormis le spatial, mais c'est en train d'arriver, mais absorber toutes les technologies en disant, voilà, exactement, en formant sa population, en disant si vous voulez accéder à notre marché, aucun problème, venez, mais fabriquez chez nous. Fabriquez chez nous, employez des, euh, des locaux. Et en fait, un moyen d'une efficacité absolument redoutable, en fait, parce que quand on travaille, bah, les employés changent, hein, d'entreprise, et en fait, ça crée tout un écosystème, et c'est ça qui est fondamental. La vraie difficulté, c'est que pour la Chine, je ne dis pas que c'était facile, mais il y avait le marché. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui a un tel marché qui va permettre de convaincre n'importe quelle entreprise, que ce soit européenne, américaine, de s'installer et de fabriquer sur place, en fait. C'est extrêmement difficile. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. On avait étudié un peu le cas du Maroc, qui évidemment pas le marché chinois, hein, mais tente de convaincre, enfin c'est tente, a tenté et tente, hein, et avec un certain succès, des entreprises de s'installer. Quand je dis de s'installer, ça veut dire de fabriquer sur place. C'est ça au fond qui est la clé pour un transfert de technologie. C'est fabriquer sur place. Et chaque pays met en avant ses atouts. Les atouts du Maroc, et c'est la stabilité, c'est la population qui est formée, bon, pas au niveau chinois ou européen, mais néanmoins, et c'est un de leurs grands arguments, c'est de dire que c'est la porte d'entrée vers ensuite l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire fabriquer au Maroc, et ensuite vous pourrez plus facilement accéder, pour écouler les produits que vous aurez fabriqués bah, dans les usines marocaines détenues par des entreprises étrangères, en fait. Donc voilà, un autre outil efficace, c'est les appels d'offres publics. Et d'insérer dans les appels d'offres publics l'obligation qu'une partie, ça aussi le Maroc l'a fait, par exemple, je crois sur des éoliennes, alors il faut bien calibrer en fait. Il faut bien calibrer par rapport à la compétence locale, parce que s'il y a un problème insoluble, bah, en fait, ça va être un échec. On ne pourra pas produire sur place. Et il faut bien calibrer aussi pour savoir jusqu'à quel point une entreprise qui va répondre à un appel d'ordre va accepter qu'une partie en fait de la production, de la fabrication en fait, hein, soit délocalisée, quoi. Donc évidemment, vous voyez, si on a un petit appel d'offres, c'est pas la même chose que si on a un appel d'offres gigantesque. Évidemment, la Chine avait aussi
une, L'Inde a fait la même chose pour les avions de chasse avec oui, Dassault. C'est-à-dire que la exactement. bande du Rafale supposait d'assembler l'avion Mm, en Inde et donc de mm, transférer. Et il fallait d'abord trouver un partenaire local capable d'assurer mm, l'assemblage, donc avec un niveau technique acquis pour ces personnels. Et c'est le problème constant. On évoquait la Chine, le plan de formation des populations, les milliards de dollars investis pour former les populations est un préalable à ce que ça fonctionne. Transférer s'il n'y a personne pour recevoir, c'est un transfert qui ne fonctionne pas. Et il y a aussi beaucoup de marchés publics pour lesquels il n'y a aucune disposition relative à la technologie. On fait construire un chemin de fer, on achète la signalisation, on fait faire les infrastructures, mais il n'y a même pas un transfert de compétences de bureau d'études ou quelque chose comme ça qui permettrait de gagner ensuite en autonomie. Donc, et pour finir, avant de vous redonner la parole. C'est la même chose pour les opérateurs publics ou privés, parce que on parle beaucoup de technologies appartenant à des opérateurs privés, mais il y a aussi beaucoup de technologies qui appartiennent à des opérateurs publics. Et vous l'avez dit au début, les États s'engagent dans des conventions internationales. Donc, si l'État, en s'engageant, ne peut pas engager les opérateurs privés, il s'engage lui-même, à vrai dire. Or, si vous prenez simplement le cas français, si vous ajoutez le CNRS, l'INRA, l'INRIA, l'Institut français du pétrole. Enfin, il y a énormément d'institutions publiques, les universités, qui détiennent des technologies parfois très abouties, qui peuvent être proches de technologies exploitables. Et les établissements publics n'ont pas plus transféré leur technologie à des États en développement que les opérateurs privés. Donc, c'est même pas un problème de savoir est-ce que les capitalistes sont contre cette question-là. C'est que les opérateurs titulaires de savoir le font très peu. Il y a des dynamiques qui peuvent être des vents contraires. Je pense à la politique open data qui nous vient de l'Union européenne. Et donc, quelle est la part de connaissances publiques que l'on peut sortir de l'open data? En général, la connaissance publique technique est éligible à sortir de l'open data. Donc, ça ne va pas aider. Mais on pourrait très bien penser qu'on étend encore l'open data pour augmenter l'accès à ces éléments, à ces données. Mais c'est une posture qui est très globalement partagée, aussi bien par les opérateurs publics que par les opérateurs privés. On peut aussi penser, je ne sais pas, à la SNCF, à la RATP, ainsi de suite. Rarement, ils transfèrent leur savoir-faire. Mmh. Alors, alors si j'ai bien compris, mon intuition est bonne finalement, parce qu'à partir du moment où un État a besoin de transfert de technologie, il ne s'agit déjà plus de transfert de technologie, puisque le transfert de technologie intervient entre des opérateurs, des acteurs qui ont déjà les capacités d'assimiler cette technologie, alors que quand on pense au transfert de technologie, voilà, j'ai fait mon accroche avec les instruments de protection de l'environnement, l'accord de Paris, etc. C'est transfert de technologie des pays développés vers les pays en développement, donc vers des États qui n'ont pas suffisamment de moyens d'assimiler, en tout cas qui ont besoin d'être accompagnés dans l'assimilation et dans l'acclimatation à ces nouvelles technologies et même à un travail d'adaptation. Si je peux me permettre une chose, c'est même pas une question de nouvelles technologies. C'est simplement technologie. Il y a un cas classique, c'est les vaccins. Donc, pendant la crise Covid, pour faire bonne figure, on a annoncé qu'on allait installer des usines capables de produire du vaccin à ARN messager, d'abord en Côte d'Ivoire, au Sénégal, puis finalement on s'est déplacé au Rwanda et au Kenya. Il n'y a pas d'usine, à ma connaissance, qui tourne aujourd'hui pour produire des vaccins ARN messager. Pourquoi pas produire des vaccins ARN messagers? Mais en fait, on meurt aujourd'hui sur le continent africain de diarrhée, de rougeole, et on ne les produit pas non plus sur le continent africain. Or, c'est des technologies qui ne sont pas nouvelles. Ce sont des vaccins dans le domaine public avec des vieilles technologies de production de vaccins qui sont des technologies solides, connues. Et ça, c'est même pas présent. Or, il y a un marché local qui devrait permettre de faire vivre des usines pour produire ça. Et je pense que la réponse, c'est toujours une technologie qui éventuellement flatte, mais pas une technologie qui répond objectivement à un besoin local et qui est nécessaire. D'autant plus qu'une fois que vous savez produire un vaccin pour la rougeole, peut-être que vous pouvez produire, j'en sais pas, des molécules pour la trithérapie, puis et monter en gamme technologique. Mais il est peu probable que vous arriviez directement à produire
de l'ARN messager. Parce qu'il y a en fait très, très peu de sites industriels dans le monde où on arrive à produire de l'ARN messager en quantité et en qualité satisfaisante. Mmh. Alors, j'avais prévu un déroulé de questions, mais comme, finalement, je ne sais plus dans quel sens je dois les piocher, mais c'est pas grave. Je ce que vous disiez sur l'expérience du Maroc, sur l'expérience de l'Inde ou de la Chine, moi, ça me fait penser à un certain nombre de choses qu'on va trouver dans les instruments de droit international économique et qui vont peut-être empêcher ces pratiques qui permettent à des États d'ouvrir effectivement leur marché, mais sous condition de bénéficier d'un apport en savoir-faire, etc. Je pense, vous parliez des appels d'offres publics. Dans les accords de libre-échange qui contiennent un chapitre sur les marchés publics, il y a une disposition qui prévoit expressément qu'il est interdit de conditionner un appel d'offres à un transfert de technologie, par exemple. Pour la Chine, il me semble que Il y a un contentieux OMC il y a actuellement. un contentieux OMC, tout à fait, où ce sont les Américains qui parlent de transfert forcé Ouais. à travers la pratique des entreprises conjointes. Mais là aussi, on peut effectivement s'interroger sur ces contradictions entre, d'un côté, des États qui s'engagent à faire tout pour faciliter ces transferts de technologie avec une question de financement sur laquelle on va revenir. Mais il y a quand même cette contradiction. Alors, est-ce que ça tient au fait que d'un côté, en fait, on réfléchit de manière cloisonnée peut-être, les obligations des États d'un côté, et puis le fait que ce sont des technologies qui échappent, enfin qui n'appartiennent pas aux États, encore que, en réalité, il y a aussi beaucoup de technologies publiques. Public, il y en a Ouais, en tout cas ouais, un ouais. grand nombre. Alors, je ne sais pas comment vous voyez les choses par rapport à cette contradiction, moi, qui me semble en fait être de plus en plus Il n'y a pas profonde. nécessairement de contradiction parce qu'on peut envisager ça aussi par secteur. C'est-à-dire que pour vendre un médicament, de toute façon, j'ai besoin d'une autorisation sur le marché local. Ça s'appelle ici une AMM, ça s'appellera autrement ailleurs. Et donc, je peux parfaitement penser que la commercialisation du médicament sur le marché local est conditionnée à euh, sa capacité à répondre aux besoins thérapeutiques, mais aussi à conditionner un certain nombre de questions de fonctionnement du marché local que je peux couvrir sur des règles sanitaires. Enfin, il y a plein de façons, directes ou indirectes, d'imposer une production en tout ou partie locale. Donc, il y a ici un cas particulier. Je pense que le contentieux avec la Chine, il est à prendre avec un certain recul, parce que le fond du contentieux, c'est de savoir est-ce que la Chine est encore un pays en développement et qui pourrait justifier d'avoir un habillage particulier, ou est-ce que la Chine est devenue un compétiteur de premier rang et il doit se comporter comme les autres compétiteurs de premier rang. Et le fond de l'affaire est certainement là, plus des enjeux de politique interne ou externe. Donc, la question de savoir est-ce que je peux contrôler en tant qu'État mon marché, oui, vous avez aussi les règles sur les ventes de produits à usage double, civil et militaire. À chaque fois que je vais dire qu'il y a un élément à usage double, je le soumets à une autorisation. On fait la même chose d'ailleurs quand on contrôle les investissements sur le territoire de la France, de l'Allemagne, ainsi de suite. C'est le retour. Donc, je veux vendre des drones dans un pays. Le pays va te dire, ah, c'est un usage mixte, il faut que vous ayez toute une série de contraintes. Donc, prévoir des contraintes, c'est possible, mais on reviendra toujours à la même chose, l'attractivité du marché. Si le marché est attractif, tout le monde est prêt à faire des efforts. Si le marché n'est pas attractif, personne ne fera des efforts. C'est attractif de vendre des Rafales en Inde, on trouve un partenaire local. C'est probablement moins attractif de construire une usine pour des vaccins sur la rougeole à Dakar. Et donc, eh bien, on ne le fait pas, ou on ne le fait pas assez. Et pourquoi? Parce qu'ailleurs, il y a déjà des usines qui tournent très bien, en Inde, en Chine. Et donc, ni les Chinois ni les Indiens n'ont envie de délocaliser leur production, qui vendent très bien. Et les Européens, ils produisent déjà plus ça. Donc, ils n'ont pas non plus envie de se lancer dans un marché qui ne les occupe pas. Et il y a un problème du sud global, c'est-à-dire que il est assez peu pertinent de se dire qu'on ne peut pas réunir les compétences techniques humaines. Il n'y a que ça qui compte, hein. C'est que les compétences humaines qui comptent, il n'y a rien d'autre. Les compétences humaines nécessaires pour, dans quelques pays, pouvoir produire ces vaccins. Et l'erreur, c'est de revenir à
à une approche qu'on entend aussi en Europe, la souveraineté. Parce que là, vous êtes directement à nouveau dans le mur. La souveraineté de la santé, c'est avoir des vaccins en quantité, en qualité. Est-ce qu'il faut qu'ils soient produits chez vous? C'est moins sûr, parce que sinon, je ne pourrais pas avoir une usine au Togo, une usine au Bénin, une usine au Sénégal, une usine au Cameroun, une usine en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y en aura pas une qui sera rentable. Et donc, ce sera un échec directement. Mais probablement, d'ailleurs, je ne peux pas en avoir une au Brésil, en Argentine, au Chili, et ainsi de suite, et ainsi de suite, parce que ce sera la même chose. Donc, ma dynamique fonctionne si il y a aussi l'acceptation que tout le monde ne fait pas tout. Parce que ça ne peut pas aller. Je vous donne un exemple pour l'illustration. À l'UNESCO, en mai 2024, vous avez une grande conférence internationale sur la cuisine au bois et au charbon. Pourquoi il y a eu la conférence? Eh bien, tout simplement pour arriver à changer de carburant pour faire la cuisine au quotidien, mais de façon moins polluante. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, vous allez chez Darty, vous envoyez des plaques vitrocéramiques ou induction un peu partout dans le monde. Oui, mais en fait, on n'a pas de réseau électrique qui supporte ça. Donc, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que j'ai pour remplacer un four solaire? Éventuellement, on peut proposer. Mais les technos de four solaire, c'est de la low-tech. Vous avez 200 tutos en ligne pour faire des fours solaires. Donc, je n'ai pas besoin d'accord de transfert de technologie pour faire un four solaire. Et donc, la démarche est belle. Et puis, vous voyez, pour convaincre des centaines de millions de cuisiniers par le monde de changer le foyer au bois, au charbon par autre chose, il y a un enjeu de formation. C'est toujours la même chose, parce que ce n'est pas un ordre interne. Ce ne sera pas une cuisinière à gaz, il n'y a pas de réseau de gaz. Ce ne sera pas une cuisinière électrique, parce qu'il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Toutes les fois on vend un truc qui marche en réseau, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de réseau. Donc il faut penser autre chose, et c'est ce qu'on appelle souvent, c'est l'innovation frugale. Et l'innovation frugale, c'est utiliser ce qu'on a, nos connaissances techniques, pour fournir une réponse adaptée à un besoin local. Et l'innovation frugale, c'est clairement l'innovation. Sauf que partir du summum de la technologie pour essayer de voir ce qu'on peut faire et est-ce qu'on a un marché pour ça, et il y a plein d'échecs, c'est la vie quotidienne des entreprises de la tech, soit de ne pas arriver à développer, soit de développer, mais de ne pas avoir de marché en face. Et si je n'ai pas de marché en face, eh bien, je mets les quelques millions engloutis de mes capitaux risqueurs à la poubelle, parce que si je n'ai pas de marché, j'en fais rien. Et passer à une approche différente qui est non pas top-down, mais bottom-up. C'est-à-dire, j'ai des besoins, je dois répondre à ces besoins avec des ressources de proximité. Et donc, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux fournir comme formation? J'ai de la tôle, comment je peux trouver des gens qui forment la tôle de façon adaptée pour faire mon four solaire, par exemple. Et c'est tout un schéma différent pour lequel on peut avoir peut-être une assistance, mais aussi où il y a une forte volonté locale. On est tout à fait compétent intellectuellement au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou aux Philippines pour passer d'un four à charbon à un four solaire. Mais il y a tellement de travail, d'éducation, on est toujours là à faire, et on ne le fait pas et on ne le soutient pas non plus. Ni les politiques internationales, ni les politiques locales. Et alors, ça me permet de me tourner vers vous, puisqu'effectivement, il y a un enjeu essentiel de financement. Alors, de manière générale, moi, je me demande toujours, quand les États font ces effets d'annonce, alors là, lors de la COP de Bakou, on est monté à 300 milliards de dollars par an. Bon, on n'avait déjà pas atteint les 100 milliards de l'accord de Paris. Mais donc, ces 300 milliards comme ça, on les jette, on ne sait pas trop où ça va. Et je me demande comment c'est perçu quand ces annonces, non pas forcément par les pays à qui on promet ces milliards, mais par les entreprises. Est-ce qu'elles se disent que ça va permettre de développer davantage d'activités de formation auprès des États récepteurs? Voilà, comment est-ce que ce financement, il peut prendre place, ce financement? Alors, des transferts, mais j'ai de plus en plus l'impression que ce n'est pas une bonne chose de parler de transfert de technologie. Ce n'est pas vraiment de ça dont on parle, mais l'idée est là quand même. En fait, pour la transition, il y a un peu deux volets. C'est-à-dire, il y a le transfert de technologie qui consiste à ce que une technologie soit possédée
intellectuellement et techniquement sur un nouveau territoire. Et puis, il y a la vente de produits, en fait, qui peuvent participer à la transition vers une économie durable. Mais là, il n'y a pas vraiment de, de transfert de technologie. Dans le cas du fonds vert, à ma connaissance, c'est plutôt, c'est pas fondamentalement un transfert de technologie, en fait. C'est-à-dire que dans le mandat du fonds vert, il y a c'est écrit noir sur blanc, hein, l'idée de transfert de technologie. Mais en fait, c'est plutôt des grands projets, souvent d'ailleurs d'adaptation. Parce que dans les technologies vertes, il y a deux grands types. Il y a celles qui vont limiter l'impact de l'activité humaine sur le climat, et il y a celles qui permettent de s'adapter et qui sont en fait aussi importantes et qui c'est possible qu'elles deviennent même encore plus importantes puisque plus il y a de changements climatiques, plus il y a de difficultés. Le fond vert, je ne crois pas que c'est vraiment permis beaucoup en fait de transfert de technologie. Ça permet de réaliser des grands projets d'adaptation, plutôt dans des pays qui sont émergents ou en développement et qui vont être financés en fait par ce fonds alors contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un fonds d'investissement, hein. C'est un fonds doté par les États avec pour quand un État ou il y a ce qu'on appelle un accès direct, peut-être vous connaissez mieux que moi tous ces mécanismes, c'est avec des États ou des entités qui sont agréées par le Fonds vert, par exemple l'AFD, l'Agence de français de développement lait, peuvent ensuite porter des projets qui vont être financés par ce fonds, en fait, et qui en général va être réalisé par des entreprises. Donc, je pense que dans ce cadre, les entreprises n'ont pas tellement de scrupules, vous voyez, parce qu'en en fait, elles vont pas devoir transmettre leur savoir-faire. Elles vont réaliser des grands projets à l'étranger et qui vont être financés par de l'argent public, quoi. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de difficulté. Et pour revenir un instant, mais c'est lié à la difficulté. Alors là, je reviens sur vraiment les transferts de technologie. Euh, une des raisons pour lesquelles, parce qu'on vous disait, mais c'est étonnant, pourquoi il n'y a pas de marché en fait? Au début, je vous disais que une entreprise qui innove, c'est plutôt pour conserver et avoir les meilleurs produits, mais enfin, je veux dire, ils peuvent gagner de l'argent et sur des territoires sur lesquels ils ne sont pas, par exemple, en fait. En plus, donc il n'y a pas de risque. Il peut y avoir un risque, c'est que si c'est produit à l'étranger, par des importations qui vont revenir sur leur marché, ça peut être un frein, mais c'est pas le frein principal. Le frein principal, sur le marché des technologies, et c'est pas que transfert nord-sud, etc. C'est de manière générale. C'est que, et c'est un peu un paradoxe, c'est que le point clé, c'est le problème d'information. Et c'est paradoxal parce que le brevet, comme je l'ai dit, enfin, vous savez probablement, hein, le brevet, c'est un mode d'emploi. Puisque toute la partie qui a description, qui est la plus longue, ça doit être un mode d'emploi. Et c'est un mode d'emploi et c'est public et c'est gratuit. C'est gratuit parce qu'on peut l'utiliser, mais c'est aussi, vous allez sur la base de données de l'Office européen des brevets, vous avez à peu près tous les brevets qui existent dans le monde. Et en 4 clics, quoi, sur toutes les technologies. Et vous avez le mode d'emploi pour tout. Et on dit, mais. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est libre d'accès. Et la technologie, si vous allez, hormis en Chine, ou s'il y a un brevet en vigueur, hein, mais il y a tous les brevets qui ne sont pas en vigueur, c'est 20 ans, et il y a tous les brevets qui n'ont pas été étendus, ce qu'on a dit étendus, c'était une entreprise française va déposer en France, puis ensuite va étendre, voilà, on peut proposer pour Europe, US, Chine, peut-être Corée, Canada, mais comme Nicolas vous l'indiquait, dans le continent africain, très très peu. Donc en fait, c'est libre. Donc en fait, l'information, elle est disponible, gratuite, et pourtant, il n'y a pas de marché. Les économistes qui analysent ça disent en fait le problème, c'est l'asymétrie d'information. C'est-à-dire que pour qu'un un marché fonctionne bien, il faut qu'il y ait une information parallèle. Là, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'était un peu différent, sur le niveau technologique. Évidemment, s'il y a pas si on n'est pas au même niveau de connaissance technologique, là, c'est presque impossible parce qu'on ne sait pas ce qu'on achète en fait. Mais l'une des difficultés, néanmoins, même à niveau de technologie égal, on s'aperçoit qu'il n'y a pas non plus de marché de technologie. Et la raison, c'est la symétrie d'information. C'est-à-dire que l'inventeur ou le labo dans l'entreprise qui a mis au point l'invention, qui a déposé le brevet, d'abord, il y a des choses qui ne sont pas dans le brevet, et il y a une connaissance beaucoup plus importante des obstacles, par exemple.
à l'industrialisation. Il y a les obstacles, ça peut être technique, hein, mais ça peut être aussi tout simplement de coût. En fait, il y a un procédé qui coûte cher et il y a dans les entreprises et partout d'ailleurs, c'est rempli dans les cartons de technologies ultra efficaces, mais en fait, ils sont trop chers. J'ai eu plusieurs dossiers au cabinet hein, de technologies, par exemple dans le domaine des pots d'échappement, des technologies qui sont beaucoup plus efficaces que ce qui existe actuellement, mais qui reste dans les cartons parce que c'est trop cher. Donc tous ces éléments, le breveté, il le sait. Il le sait jusqu'à un certain point. Celui qui veut acheter, en fait, il ne le sait pas. Et la difficulté, c'est qu'il peut l'acquérir, l'information. Souvent, il peut l'acquérir. C'est pas qu'il y a un obstacle rédhibitoire, mais le coût d'acquisition, en fait, de cette information, il est très élevé, en fait. Et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas. Il y a eu des initiatives, hein. Il y a eu des initiatives, par exemple, privées. Il y a eu plusieurs entreprises aux États-Unis. Là, on n'est pas que sur les technologies vertes, hein, de manière générale, mais c'était aussi focalisé sur les technologies vertes, qui avaient créé des sociétés qui vendaient aux enchères des brevets. Ça n'a pas fonctionné. Pour ce motif, en fait, toutes les analyses ont montré que c'était ça. L'OMPI, qui est l'Agence des Nations Unies pour la propriété industrielle, qui a un rôle régulateur assez fort et qui gère en même temps au quotidien, c'est un peu comme un office de brevet, hein, parce que toutes les demandes internationales passent par eux, ont essayé de développer, dans le domaine des technologies vertes, une plateforme qui s'appelle WIPO, c'est l'acronyme en anglais, hein, WIPO Green, dont l'ambition, et qui a déjà maintenant plus d'une dizaine d'années, dont l'ambition est de créer un marché des technologies durables. Ça fonctionne pas très bien. Pas très bien. Et de technologie, ils sont passés à produits. Donc, un peu ce qu'on va retrouver dans le cadre du fonds vert, c'est-à-dire les personnes, les entités qui ont des besoins peuvent les exprimer et les entreprises peuvent répondre. Et si on peut ajouter à ça, il y a une sorte dans WIPO Green de surinterprétation de la place du brevet. Parce qu'il y a quand même beaucoup de cas où on a des besoins, il n'y a pas de brevet, donc on retrouve l'absence de problème d'autorisation et ainsi de suite. Et le risque d'avoir à payer pour quelque chose qu'on pourrait faire probablement gratuitement ou en grande partie gratuitement. Ce qui renchérit évidemment l'accès pour l'entreprise ou l'État et qui survalorise un droit de propriété intellectuelle qui, territorialement, n'était pas aussi efficace que ça. Ce qui peut nous conduire aussi vers des questions un peu plus globales, comme la possibilité de contraindre les opérateurs privés. C'est-à-dire que si la démarche par le droit international public n'est pas très efficace, on peut revenir vers l'analyse du comportement des opérateurs privés et se demander est-ce que leur comportement est compatible avec leurs obligations ESG. Et alors, vous avez une autre grille de lecture. C'est-à-dire que je suis soumis en tant qu'opérateur agissant sur le territoire de l'Union européenne à toute une série de comportements qui ne sont pas des comportements qui relèvent de l'analyse financière, mais de l'extra-financier. Et dans ces comportements, on le fait déjà en partie, mais peut-être qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, s'interroger sur le comportement de l'opérateur à l'égard de l'utilisation de ces actifs intellectuels au-delà de la sphère de la propriété, ou analyser sa politique contractuelle. Est-ce que la politique contractuelle correspond aux engagements de conformité? Je vous donne un exemple très simple qui est courant dans la pratique, les licences mondiales. Je vais conclure avec vous une licence mondiale dans les télécoms, par exemple. Les télécoms, c'est standardisé. Et je vais conclure des licences mondiales pour les centaines et les centaines de brevets utiles pour un téléphone mobile. Mais, je vous l'ai dit, il n'y a pas de brevet mondial. Et dans tous ces portefeuilles de brevets, il y a essentiellement des trous dans la raquette et quelques États où le brevet est délivré. Donc, quand je conclus une licence mondiale, ça veut dire que je fais payer ma technologie pour des territoires où je n'ai aucun droit de propriété intellectuelle. Mais c'est licence mondiale ou pas. Et donc, tout le monde conclut la licence mondiale et ça semble la pratique ordinaire du secteur. Et là, cette licence mondiale, si on peut dire ça relève de la liberté contractuelle,
Mais c'est aussi probablement contraire aux obligations ESG, parce Mmh. que je vais bien au-delà de mes droits et finalement j'exploite de façon abusive une position sur un marché et je ne peux pas dire que je réponds à mes engagements dans ce cas-là. Et ce serait une voie pour reprendre une relecture de la stratégie de propriété intellectuelle, dit autrement le respect du domaine public. Si je veux une licence mondiale, j'investis dans le monde entier pour avoir un droit de propriété intellectuelle sur le brevet en question, ce que ne font pas les opérateurs, notamment pour des raisons de coût. Mais si je n'ai pas un brevet partout, alors je ne peux pas avoir une licence mondiale et je consacre aussi les limites de ma propriété sans me revendiquer d'un pouvoir que je n'ai pas juridiquement. Et là, clairement, à mon sens, c'est contraire aux obligations ESG. Oui, dans cette Ouais. continuité, est-ce que le devoir de vigilance des entreprises pourrait être un levier pour renforcer les obligations des entreprises, alors en termes de transfert de technologie, mais aussi d'accompagnement des filiales, des sous-traitants, etc., dans la formation, dans la maîtrise de la technologie, dans l'acclimatation autochtone aussi, de l'adaptation. Est-ce que ça peut être un levier intéressant puisque la directive prévoit qu'en cas de bien à double usage, il faut que l'entreprise s'assure que le bien soit utilisé de manière tout à fait raisonnable. Est-ce que ça pourrait être un levier intéressant ou pas Moi, j'y crois moyennement, j'avoue. Moi aussi. Mais en fait, oui, à partir du moment où ça deviendrait aussi un outil de communication pour les entreprises. Si c'est couplé et ça vient doucement, hein, mais le- enfin, l'aspect en fait de communication institutionnelle ou sur les produits, en fait, l'aspect durable. Et on peut imaginer que sur la communication institutionnelle, on ne soit pas que sur les produits, mais aussi justement sur les efforts faits pour des transferts de technologie. On le voit un peu, replante la forêt, etc. Mais c'est toujours lié à de la communication. Et ça pourrait se développer. euh, et là, on vient un peu au droit des signes distinctifs. C'est que on a un problème quand même, c'est que l'argument vert, il fait vendre, mais jusqu'à un certain point. Et on est pour nous les juristes, c'est assez intéressant d'ailleurs parce que il y a encore, je sais pas, 30 ans, c'était même pas un argument de marketing en fait. Donc je parle de produits, mais on peut le transposer sur la communication institutionnelle, hein, et envisager comme ça des transferts de technologie. Je vous donne un exemple que certains d'entre vous avaient vu. Il y a, je sais pas, ça devait être il y a 30 ans, des yaourts qui s'appellent Activa, ils s'appelaient Bio. Enfin, ils avaient même fait une publicité où une femme nue, alors ils avaient tout faux. Si on transpo aujourd'hui, ce serait complètement pas une bonne com. Et maintenant, pour nous, le bio, un produit, vous voyez, on a intégré l'élément, quoi. Donc, on ne peut même pas imaginer que ça s'appelle bio, ce yaourt, qui ne l'est pas, quoi. Pas en verre, un peu de greenwashing, enfin, tout ça. Il y a eu un basculement, en fait, à la fin des années 90 où les services marketing, comme Danone, par exemple, en gros, on fait un peu n'importe quoi avec l'argument vert, l'argument bio, etc. Et au fond, c'était très bien. C'est très bien parce que ça a permis aux, aux services de marketing d'utiliser cet argument, de le tester et de constater que ça commençait à fonctionner. Et là, dans une deuxième période, ça a été le soft law avec des codes de conduite, des recommandations de l'ADEME, etc., etc. Et là, on rentre dans la troisième phase de hard law, avec particulièrement sous l'influence européenne, hein, avec des textes qui, alors avec la nouvelle commission, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais par exemple sur le green claim, c'est quelque chose, c'est une révolution, hein, en matière de communication environnementale. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui potentiellement vont devoir changer de nom. C'est-à-dire que tout dans la com, dans le nom d'une entreprise, dans tout ce que vous voulez, qui est évocateur d'un caractère vert, durable, écologique, tout ce que vous voulez, c'est interdit. Sauf exception, c'est-à-dire que sauf si ça correspond à un label officiellement reconnu. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Mais pour moi, le frein qu'on a,
en Europe sur ce point. Et donc aussi, parce que sur la communication institutionnelle, c'est qu'il y a une myriade de labels. Il y en a trop, et du coup, le consommateur ne comprend pas. Il y a un label, il y a un écolabel européen qui est assez peu connu sur un certain nombre de produits de grande consommation, hein, qui est de très bonne qualité, mais qui ne s'est jamais imposé. Qui s'est jamais imposé pour différentes raisons. Une des raisons, c'est qu'il y avait déjà des systèmes nationaux, le NF par exemple, NF Environnement, les Allemands ou un autre label qui fonctionne bien, qui s'appelle le Blau Engel, qui considère comme de très bonne qualité. Et si c'est morcelé, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué. Mais le moment où je pense les obligations des entreprises pourront se cristalliser dans vraiment des transferts de technologie, c'est le moment où on pourra communiquer, où on pourra bénéficier, par exemple, justement, de labels. Ça peut être l'écolabel européen qui passerait de produits à de comportements d'entreprise, où là, les entreprises, on peut imaginer qu'elles investiront dans ce domaine. Mais à mon avis, je ne dis pas que c'est le seul moyen, parce que j'en sais rien, mais ça pourrait être un moyen qui favorise grandement les comportements plus vertueux, quoi. Sans parler du fait qu'en Europe, on est un peu aussi secoué par la concurrence asiatique, quoi, hein. Donc, on a un peu c'est pas facile. On essaie déjà un peu de se protéger, quoi. Donc, on est moins conquérant, quoi. Oui, mais le bilan, c'est que tout ce qui est cette régulation greenwashing, elle est très tournée vers notre marché intérieur. Et l'enjeu, c'est d'être capable de utiliser nos outils du marché de l'Union européenne pour contrôler le comportement des opérateurs en dehors de l'Union européenne. Et là, il y a un effet, dirais-je, global qu'il faut encore développer et qui est probablement assez balbutiement. L'écart de cohérence entre les engagements pris par l'entreprise et le comportement de l'entreprise strictement sous l'angle de la propriété intellectuelle, c'est pas impossible de l'identifier, mais il y a un très gros travail à opérer en ce sens. J'ai utilisé l'exemple de la licence mondiale, euh, mais en dehors de ça, peut-être la stratégie de propriété intellectuelle, une politique systématique de dépôt pour le territoire d'État où on n'exploite jamais. En droit des brevets, tant que je paye mes taxes, je maintiens mon brevet. Donc, si je voulais bloquer des accès à des technologies alors que moi-même, j'ai aucune intention de l'exploiter, eh bien, je dépose mes brevets, je les fais valider, mais je donne jamais de licence sur le territoire. Là, on pourrait envisager peut-être à nouveau quelque chose qui serait contraire aux obligations ESG. Mais on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a aucun opérateur qui prend la peine de déposer massivement, régulièrement, des demandes de brevets et maintenir, une fois délivrés, des brevets pour des territoires où il n'a aucune activité économique, parce qu'il y a un rapport coût-avantage qui est pas intéressant. Donc, si je veux pas être actif en Malaisie, aux Philippines, au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Chili ou en Argentine, j'y vais pas, et puis c'est tout. Et de toute façon, c'est ce qu'on a évoqué, le risque que quelqu'un vienne prendre ce que j'ai développé pour l'exploiter localement est malheureusement très faible parce que eh bien, les opérateurs ne se sentent pas liés. Et quand vous enseignez aux professionnels dans le cadre de formation continue, j'interviens notamment pour l'Académie de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et que vous leur dites, mais c'est libre, vous n'avez pas à attendre cette idée qu'on puisse exploiter sans demander alors qu'il y a quelque part un brevet, et aussi très mal compris, cette idée est très mal comprise, même par des gens qui ont une formation plutôt sensibilisée à la propriété intellectuelle. Donc, et là, pour reprendre le cas de l'OMPI, elle ne dit pas assez clairement que là où il n'y a pas de brevet, c'est libre. Et pourtant, c'est le cas. Et il faut que les gens le comprennent, l'intègrent et osent utiliser tout ce qui est disponible et diffusé à partir du moment où il n'y a pas de brevet. Et ça ne veut pas dire des vieilles technologies, parce que je vais avoir des technologies pour lesquelles on a passé le délai d'extension internationale.
techniquement, je rentre dans une première phase 12 mois après mon dépôt. Et puis, cette phase internationale, elle dure en gros 30 mois. Mais si je faisais à la louche, 5 ans après le dépôt de la demande de brevet, s'il n'y a rien qui désigne mon EPTA, je sais que c'est libre. Or, 5 ans, dans l'histoire de la technologie, on l'évoquait, c'est très jeune. On a très peu de technos qui, entre le moment où on dépose le brevet et le moment où il y a le produit sur le marché, il ne se déroule pas 4 à 5 ans. Donc, le domaine public, ce n'est pas les vieilles technologies pour les pays en développement et puis les meilleures technologies pour les autres. Le domaine public, c'est tout ce que vous n'avez pas cherché à approprier sur mon territoire, je peux l'exploiter librement. Mais il faut se saisir de cette opportunité et je ne vois pas d'autre solution que ce par quoi on a commencé tout à l'heure. C'est former des gens pour qu'ils aient des compétences évidemment technologiques. Donc, il nous faut des ingénieurs, mais il faut aussi des entrepreneurs. Parce que si vous avez des ingénieurs mais pas d'entrepreneurs, ça avance pas. Et la culture de l'entrepreneuriat est pas toujours répartie de façon équitable. Et puis, si vous avez des ingénieurs et des entrepreneurs, il vous faut des investisseurs. Les premiers fonds de capital risque pour le continent africain ont moins de 10 ans. Donc, la culture est encore très faible. Et quand vous avez une logique de capital risque, il faut une logique de masse. Le capital risque, c'est je perds de l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je perds beaucoup d'argent pour espérer ponctuellement en gagner beaucoup plus que tout ce que j'ai perdu. Mais c'est une logique de masse. Donc, si je n'ai pas une masse de projets dans lequel investir, eh bien, j'y vais pas parce que ça fonctionne pas. Donc, le capital risque qui investit dans 3 entreprises, c'est sûr que c'est un échec du capital risque. Mais il vous faut un écosystème. Il vous faut des dizaines, des centaines de projets dans lesquels vous allez investir. Et je crois là que la liberté d'exploitation est une opportunité parce que en Europe, si je suis une start-up, mon premier problème, c'est de combien d'autres opérateurs je suis le contrefacteur. Parce qu'on l'a compris, il y a un maillage de brevets extrêmement fort. Si je fais la même entreprise, le même projet globalement sur le continent africain, sur le continent sud-américain ou en Asie du Sud-Est, hors Japon, Corée, évidemment Chine, je suis très probablement dans une pure liberté d'exploitation et je n'aurai pas de problème. Donc, il y a des vraies opportunités qui sont vues en Europe comme des obstacles à l'innovation et qui n'existent pas sur ces territoires. Et pour autant, eh bien, ça ne décolle pas. Et on l'a dit au début, ça fait 30 ans que c'est là et ça ne décolle pas. Donc, il y a des problèmes profonds, des problèmes structurels, des problèmes culturels, des problèmes d'éducation. Si c'était la propriété intellectuelle le problème, en fait, ce serait assez facile de fournir une réponse. Et malheureusement, c'est probablement pas le problème. Alors, vous pouvez à la marge toujours dire, ah oui, mais il y a eu ce cas-là, regardez. Bon, bien, ce sera un cas et on l'accordera. On reste bloqué sur la triste affaire brésilienne et sud-africaine pour la trithérapie et qui est un symbole fort. Et les opérateurs ont évidemment totalement changé leur comportement. Et il n'y a pas eu d'autres affaires et il n'y a pas de problème. Et il y a malheureusement aucune difficulté majeure, mais on n'exploite pas la liberté que l'on a. Mmh. Pour illustrer le fait que ce que Nicolas a déjà assez bien illustré par deux autres petits exemples, le fait qu'on dépose, une entreprise dépose en réalité enfin, pas peu de brevets, mais dans peu de territoires. En fait, d'abord, la raison, c'est le coût. Et le coût, il est lié à deux choses. Il est lié à la traduction, parce qu'il faut traduire dans la langue locale, et il est lié au coût de l'examen, puisque chaque pays peut faire un examen pour dire oui, je délivre ou non, je délivre pas parce que ça ne remplit pas les conditions. Et on estime que le coût initial de dépôt d'un brevet, en France, ça va être entre 2, 3, 4 000, 5 000, ça dépend de la complexité. Mais en fait, ce qui va être facturé par un conseil en brevet dont c'est le métier de déposer les brevets, de faire les procédures d'examen et ensuite d'entretien, c'est être payé chaque année, ça va être au moins 10 fois en fait le coût. Donc évidemment, la difficulté pour une entreprise, c'est si on a un brevet, bon, si on est une start-up, c'est difficile, mais même si on est une grande entreprise, on dit, bah oui, ils peuvent. Le point, c'est pas ça. C'est qu'en fait, une entreprise a toujours un portefeuille de brevets. Et donc, on multiplie ces coûts qui deviennent colossaux. Et même les plus grandes entreprises, les plus prospères, sont obligés d'arbitrer, en fait. Et
quand on avait fait l'étude, on avait fait un peu ce que tu avais fait sur le solaire, par exemple, et on était arrivé à la conclusion que sur une technologie particulière, il y avait 5000 brevets qui étaient en vigueur en Chine, il y en avait 3500 aux États-Unis, à peu près 1000 dans les différents pays européens, il y en avait 5 en Égypte et 3 au Maroc, par exemple. Donc ça veut dire que, alors évidemment, tu es peut-être sur les 3 qui bloquent tout, mais c'est rare parce que dans le domaine des technologies euh, plus vertueuses, c'est rare qu'il y ait un vrai verrou technologique. Un verrou technologique, ça va être par exemple la molécule d'un médicament. Ça, c'est un verrou, parce que soit on l'a, soit on l'a pas, et c'est binaire. Pour la plupart des autres technologies, c'est rare d'avoir un vrai verrou. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on peut la contourner, on peut faire différemment. Voilà. Et un autre exemple, moi j'ai travaillé assez longtemps pour un grand constructeur automobile allemand, et même en Europe, alors ils déposaient leurs brevets dans 7 pays. Alors, vous voyez, ils vendaient partout, hein, en Europe, dans tous les pays, dans les 27, ils se contentaient d'un brevet dans 7 pays. Dans Qu'est-ce qu'on les années choisit? 2010, PSA, ils avaient une moyenne de 4 états de validation. C'est ça. Et pourquoi? Mais en fait, c'est assez simple. En général, on dépose chez soi, bon, parce qu'on commence par. Et ensuite, on dit les lieux on fabrique, parce que ça ne voudrait pas qu'on doit arrêter. Et puis, un ou deux marchés. Mais dans le domaine de l'automobile, par exemple, bah, si on dépose pas, je sais pas, en Espagne, c'est pas un drame, parce que si on a déposé en France, en Allemagne et en Italie, quel constructeur peut se permettre de vendre partout, sauf dans ces 3 pays? Enfin, aucun. Donc en fait, ça presque, ça sert c'est pas que ça sert à rien, vous voyez, mais c'est que le rapport coût-avantage, en fait, il est en faveur de dire, bah, on va pas déposer partout. La seule industrie qui dépose quand même à très grande échelle, c'est l'industrie pharmaceutique. Mais pour une raison, c'est que, vous voyez, sur une voiture ou sur un téléphone, on estime qu'il y a entre 1000 et 2000 brevets. Sur une voiture, c'est pareil. Même si ce que je vous dis est un peu caricatural, sur une molécule avec un brevet, on tient un produit. Donc en fait, c'est pour ça que alors ils n'ont pas de brevets non plus mondiaux, parce que comme ça n'existe pas, il faudrait déposer partout. Mais effectivement, ils déposent eux à grande échelle. Et c'est aussi la raison pour laquelle les licences forcées, ça a un peu fonctionné pour les médicaments, c'est qu'il suffit d'avoir la licence d'un seul brevet pour pouvoir, en théorie, hein, tout ça un peu théorique, mais fabriquer le médicament. J'ai encore plein de questions, mais on s'était dit qu'on finirait euh, vers 19h15 pour laisser le temps de la discussion avec la salle. J'ai tout de même une dernière question en guise de conclusion peut-être. Et je vais revenir au début finalement. Dans les années 70, la CNUSED avait élaboré un projet de code des transferts de technologie. On était dans les revendications du nouvel ordre économique international. Et est-ce que ça vous semblerait pertinent? Est-ce qu'il vous semble qu'il faille une réglementation au niveau international sur les transferts de technologie? Indépendamment finalement de cette question des droits de propriété intellectuelle qui n'intervient qu'à la marge, ou voilà, est-ce que ce serait finalement remettre une couche juridique sur une problématique qui est extrêmement complexe et qui ne peut pas se résoudre juste par un petit coup de baguette magique juridique? Moi, j'ai un peu des doutes, mais j'ai pas non plus réfléchi euh, très longtemps sur cette question. J'ai un peu un doute parce que, comme on l'a dit, en fait, c'est presque impossible de contraindre une entreprise à transférer une technologie. À la limite, une licence brute de brevet, comme on l'a vu à l'instant, peut-être dans la pharma, ça peut fonctionner de temps en temps, mais c'est quand même rare. Mais sinon, c'est pas possible. Donc, il faut nécessairement, pour que ça fonctionne, plutôt des incitations. Il peut y avoir en droit des brevets, il peut y avoir des mécanismes. Il y a un mécanisme, par exemple, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a existé, c'est le brevet d'importation. Le brevet d'importation, c'est un vieux mécanisme qui existait à la fin du 19e. Et l'idée, c'était de dire, si vous importez une technologie dans un pays dans lequel il n'y a pas de brevet, donc par exemple, je ne sais pas, Sénégal ou d'autres pays, peu importe, si le Sénégal dit, si vous importez la technologie au Sénégal, importer, attention, alors on peut le calibrer comme on veut, mais ça peut être vendre des produits, mais ça peut être aussi les fabriquer. En général, c'est plutôt les fabriquer. Si vous fabriquez les produits, je vous accorde un monopole.
pendant 5 ans, bon, après tout est une question. Ça, c'est quelque chose dont on parle peu, voire pas. J'ai jamais entendu dans le cadre de la convention climat, il y a des débats très âpres entre les pays, notamment du G77, qui sont les pays émergents, et puis les grands pays industrialisés, États-Unis, Australie. L'Union européenne a, à ma connaissance, une position plutôt de États-Unis, Australie, mais un peu plus nuancée. Mais au fond, ce mécanisme, je ne l'ai jamais entendu. Les seules critiques, c'était de dire c'est breveté, donc on ne peut pas le faire. Comme on l'indiquait, en fait, c'est pas vrai. En fait. Et d'ailleurs, on constate, c'est assez intéressant, une modification de la position chinoise, qui sont maintenant les premiers déposants. Ils étaient un peu à la tête de cette coalition, entre guillemets, mais qui est une coalition classique à l'ONU, hein, dans différents domaines. C'est plutôt l'Inde qui reprend un peu le flambeau. Mais ça, par exemple, le brevet d'importation, euh, si c'était mis en place, évidemment, il n'y a rien de miracle, hein, mais ça pourrait faire partie des outils qui pourraient inciter. Ce à quoi on va vous répondre, mais oui, mais si on accorde un monopole au Sénégal, dans un autre pays, hein, peu importe, encore faut-il que ce monopole soit respecté. Et Et donc, soit c'est pas là où il faut... exploité abusivement. On Voilà. sait que les États ont la tendance à utiliser des mécanismes d'épuisement international du droit pour limiter les effets, notamment des marques sur leur marché, et ne pas faire qu'un importateur ait le pouvoir économique sur le marché aux dépens des populations locales. Et on revient à nos 3 piliers du développement durable qu'il faut prendre en considération pour un code. Je pense que le code NUCEN, il vise deux problèmes non résolus. C'est que les États ne peuvent pas disposer de technologies qui appartiennent à des opérateurs privés. Et quand bien même les États le feraient pour eux, on l'a vu que ça n'a pas été le cas, en tout cas pendant les 30 premières années de l'accord ADPIC. Et puis deuxièmement, il n'y a pas de transfert sans capacité d'accueil local. Et donc, c'est illusoire de dire on vous impose de tout transférer. Vers qui? À qui? Enfin, et je reprends des choses simples. Reprenez mon exemple du vaccin sur la rougeole. Moi, je veux bien transférer toutes les... Où vous avez une unité de production qui fonctionne de façon correcte, avec une chaîne de distribution qui fonctionne de façon correcte. Et tant qu'on n'a pas la partie aval, qui est fondamentale, il y a évidemment dans mon esprit aucune raison qu'il n'y ait pas la partie aval. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a toujours pas la partie aval. Et à défaut de partie aval, de toute façon, ça ne sert à rien. Ce sont des incantations qui certainement donnent bonne conscience et qui, pour la propriété intellectuelle, constituent un enjeu fort parce que la matière est quand même contestée, elle est facilement contestée et on cherche à être dans l'air du temps en montrant que la propriété intellectuelle surfe sur le développement durable. WIPO Green en est évidemment un exemple. Donc on a aussi un intérêt de communication en propriété intellectuelle à dire ça. Mais une fois qu'on a fait notre com, ben, on n'a rien changé. Donc il faut aller plus loin que de la com, même pour les spécialistes de propriété intellectuelle. Et c'est peut-être pas flatteur pour nous, mais c'est bien le cas. Écoutez, merci beaucoup. Je pense, Franck, qu'il faut qu'on fasse une demande à Lila de créer un groupe de travail sur les transferts de technologie. Merci vraiment pour ces éclairages. Je crois qu'il y a encore tout un tas de questions qui mériteraient d'être soulevées, mais en tout cas, on a déjà abordé beaucoup de points. Surtout, fait la lumière, effectivement, sur des idées reçues, des raccourcis qu'on fait parfois et qui méritaient là aussi d'être levés. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle ou en visioconférence. Ah, je pense qu'il faut que tu prennes le micro. Oui, pas trop. Si tu Gérer les fonds et poser les questions. Bah, surtout pour une question un peu stupide. Enfin, une question vraiment un peu naïve et de béotien. Et ce n'est pas du tout une précaution de langage. Hein, c'est vraiment la propriété intellectuelle. J'en suis très éloigné. C'est une question sur le degré d'harmonisation des conditions substantielles de reconnaissance d'un brevet entre les États. Parce que on a bien compris qu'il y avait des stratégies d'entreprise pour ne pas demander de brevet, etc. Donc, c'est vraiment, je prends la question très en amont. C'est-à-dire, si je vais déposer un brevet, j'en ai un en France, je fais une demande en Espagne et au Sénégal.
Dans quelle mesure les conditions sont similaires et dans quelle mesure il y a des disparités énormes qui peut-être aussi expliqueraient des décalages? Je me rends pas du tout compte en fait, donc Ouais. c'est vraiment, Alors, il y a les conditions et les façons dont on met en œuvre les conditions. C'est certainement ça. Les conditions sont identiques. Il y identique, a d'accord. Mmh. une condition de nouveauté qui s'applique de la même façon partout dans le monde. Donc, on n'a pas un mécanisme à deux niveaux, hein. Pour pouvoir avoir votre brevet, il faut que votre technologie soit nouvelle. Ça veut dire qu'elle n'a pas été divulguée de n'importe quelle façon ailleurs dans le monde. Donc, je fasse mon invention à Paris ou à Dakar, c'est cette même condition de nouveauté. Deuxième condition, une condition dite d'activité inventive. C'est est-ce qu'il y a un effort intellectuel un peu supérieur à la normale pour obtenir la solution. Et troisième condition, je laisse de côté le respect de l'ordre public, qui est une condition de fond, mais qui pose assez peu de problèmes. Et troisième condition très forte, on l'a évoqué, la description. Il faut que mon brevet contienne la recette qu'on a évoquée pour voilà. Ces conditions-là, elles sont reprises dans les traités internationaux. Les États sont pratiquement tous membres des mêmes traités internationaux. Donc, les conditions sont les mêmes partout. C'est très facile d'aller faire du droit des brevets un peu n'importe où dans le monde parce que c'est les mêmes conditions. En revanche, la façon dont les offices travaillent va varier d'un État à l'autre. Et on n'a pas besoin d'aller très loin. En France, jusqu'à il y a 5 ans, on n'analysait pas le critère d'activité inventive. Donc, on délivrait les brevets à partir du moment où c'était nouveau. Et on avait un degré d'exigence moins, par exemple, que l'Office allemand ou ce qu'on appelle l'Office européen des brevets. Et ça fait juste quelques années qu'en France, enfin, notre office contrôle toutes les conditions cumulatives avant de délivrer le brevet. L'office du Benelux, à ma connaissance, contrôle pas grand-chose. Donc, vous voyez, je n'ai pas besoin d'aller très loin pour dire qu'il y a des méthodes de mise en œuvre très variées. Et donc, c'est ce vers quoi on tend, c'est qu'on va avoir des offices qui ont une moins forte capacité, donc une moins grande exigence à l'égard du contrôle substantiel. Étant entendu que quand on fait une procédure internationale gérée par l'OMPI, on a un rapport de recherche internationale qui, qui fait un état des lieux de la qualité de l'invention, et ce rapport de recherche peut être utilisé par les offices nationaux pour dire, ben, on s'aligne sur l'état du rapport de recherche et on accepte ou on rejette ou on fait un complément de rapport. Enfin, Mmh. dernier point, il y a un très fort mouvement de coopération internationale. Coopération internationale entre offices qui travaillent entre eux et un effort de coopération internationale où, par exemple, l'Office européen des brevets intègre des États qui sont très très loin. Le Laos et la Tunisie, le Maroc, par exemple. L'OAPI discute aussi avec l'OOB pour devenir non pas des États partis, mais des États de désignation. C'est-à-dire que je fais ma procédure devant l'Office européen des brevets, qui n'est pas une institution de l'Union européenne, c'est une coopération régionale. Et au terme de ma procédure, eh bien, je peux désigner directement la Tunisie comme État de validation. Et la Tunisie va accepter le brevet. Mais le brevet que j'ai dans ce cas-là en Tunisie, il n'a pas été contrôlé par l'Office tunisien de la propriété intellectuelle, mais directement par le l'EOB. Et là, évidemment, j'ai le même brevet qu'en Allemagne au sens substantiel du terme. Et cette coopération internationale, elle pourrait nourrir un niveau égal d'exigence un peu partout dans le monde, aussi pour des questions qu'on a vues, c'est le coût. C'est plus j'arrive à avoir un maximum de pays, plus je réduis mes coûts. Donc c'est assez sensible. Euh, et puis les recherches sont doubles. Vous voyez bien que si je fais la recherche en Chine ou en Europe, la littérature technologique est la même. Donc payer la même recherche deux fois, c'est assez absurde. D'où l'idée des offices de faire un patent highway pour partager le dossier d'examen entre l'office chinois, l'office japonais, l'office européen et faire des économies d'échelle. Donc on réduit, mais substantiellement, c'est la même chose. Mmh. Et l'harmonisation, en fait, dans cette matière, c'est assez ancien. Et ça s'est harmonisé de manière pas imperceptible, mais il y a une première grande convention internationale, 1883 à Paris, dont l'ambition au départ, c'était de faire un droit substantiel harmonisé. Et c'est assez rare, mais cette convention internationale, elle a été pensée et préparée par des praticiens, en fait. Et ils ont renoncé à un certain moment à faire une loi universelle, en fait, des brevets. Et ils ont posé juste deux principes
pour les brevets, les marques, hein, et les modèles, puis la concurrence déloyale aussi. Et ces deux principes, c'était le droit de priorité. Ça veut dire que quand je dépose en France, j'ai 12 mois d'immunité. Je peux déposer partout dans le monde où je veux et personne ne pourra être devant moi. On prendra la date de dépôt aujourd'hui en France. Et l'autre point, c'était l'assimilation c'est un peu plus classique, de l'étranger au national. Et ces deux petites règles qui ont été posées dès le départ, en fait, elles ont eu un effet de rapprochement. Alors ça a mis un siècle et demi, mais quand même c'était assez rapide, hein. Elles ont un effet de rapprochement tout à fait extraordinaire. Et la coopération, en fait, c'est ce que disait Nick, en gros, il y a 5 offices très performants dans le monde: États-Unis, Europe, Japon, Chine et Corée. Et c'est quelque chose qu'on peut noter, c'est que l'office qui est considéré comme le plus sérieux, c'est l'office européen, qui est, alors c'est pas communautaire, mais c'est quand même une réussite européenne assez remarquable, quoi, hein. Oui, voilà. Merci, merci, c'était très, très intéressant. Je remarque néanmoins... Ah oui, je dois me présenter. Bonsoir. Nicolas Bonucci, avocat, ancien directeur des affaires juridiques à l'OCDE. Donc, je disais très, très intéressant. Je remarque néanmoins qu'on a beaucoup parlé de transfert de technologie et très, très peu parlé de transition écologique. Et je remarque, Nicolas l'a dit, qu'en fait, le transfert de technologie, il a presque plus lieu maintenant dans l'autre sens. On a tous vu l'échec de Nordvolt. Donc, la question que je pose, elle est un peu peut-être, mais est-ce qu'on a vraiment besoin du transfert de technologie pour faire la transition écologique? Moi, j'en suis pas sûr. Je pense que la réponse est: est-ce qu'on se contente du transfert de technologie et transition écologique, ou le développement durable? Et je crois qu'il faut avoir un regard plus large que la seule question écologique pour mobiliser les trois piliers. Et il est probable que vous pouvez avoir quelque chose d'écologique, mais qui n'est pas socialement ou économiquement satisfaisant. Et l'intérêt ici du développement durable, c'est que ça doit permettre de fournir une lecture globale de votre activité et pas simplement vous assurer que j'ai bien acheté ma capsule de café sur les Champs-Élysées avec du café bio, mais il a été ramassé par des enfants qu'on a retirés de l'école et qui ont été payés 2 francs 3 sous. Donc c'est bio, donc c'est bien écologiquement acceptable, mais du point de vue social et économique, c'est totalement inacceptable. Donc Je on ne a suis pas contre, mais là, on n'est plus dans le transfert de technologie. mais si, Là. parce que l'idée On c'est est dans d'avoir dans la traçabilité. Oh, je vais arriver dans la traçabilité. l'idée, c'est que la technologie doit contribuer à l'ensemble. Ce n'est pas la réponse, mais c'est un élément de réponse. Donc, on doit, en mobilisant bien le partage de technologies, arriver à mieux répondre. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de lien automatique entre technologie et amélioration de l'environnement. On a énormément de technologies qui ne sont pas favorables à l'environnement. Et on peut ajouter qu'il y a des éléments contre-intuitifs. J'ai une technologie relative au charbon. Vous pouvez dire, il ne faut pas le charbon, ça pollue. Mais finalement, réduire le degré de pollution parce que j'arrive à capter du CO2 dans la cheminée peut faire que finalement, j'ai un outil très favorable à la transition durable, parce qu'on ne va pas enlever le charbon comme ça du jour au lendemain, et notamment pas pour des pays plutôt fragiles. Donc si on maintient le charbon, mais qu'on pollue moins en utilisant le charbon, on nourrit clairement la transition écologique. Mais ça, c'est une question de technologie, la captation du CO2 dans les cheminées. Donc, la question de la transition écologique, elle ne trouve pas uniquement sa réponse dans la technologie, mais elle doit aussi trouver sa réponse dans la technologie. Et donc, si on capte le CO2 des cheminées à charbon à Paris, ça ne sert à rien. Donc, il faut, si on développe la technologie à Paris, être sûr qu'elle est accessible là où on utilise le charbon pour cuisiner, pour se chauffer, ainsi de suite. Et ça, c'est une vraie question de transfert de technologie. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à Paris, mais qu'il faut avoir partout un accès à cette technologie. Je me permets aussi de répondre parce que je me suis beaucoup posé cette question et vraiment, je m'interroge sur l'expression même de transfert de technologie. Il y a quelque chose de très voilà, descendant, unilatéral, presque aussi un peu néocolonialisme, hein, c'est les pays développés. Et
Exactement. Et en fait, ce qui est fondamental, je crois, c'est la circulation des savoirs. Et donc, il y a l'aspect technologique, mais il y a aussi l'aspect savoir traditionnel. Le fait de pouvoir associer ces technologies avec ces savoirs traditionnels. Il y a un élément intéressant que je n'ai pas eu le temps de soulever, mais je voulais vous poser cette question. Le nouveau traité sur la biopiraterie qui a été adopté en mai dernier dans le cadre de l'organisation, de l'OMPI, c'est intéressant, hein, c'est une convention, alors en réalité qui a pas beaucoup qui dit pas grand-chose, mais en tout cas qui impose une obligation de divulgation du savoir traditionnel sur lequel se base oui, enfin, il y a l'obligation. Il y a Après, l'obligation de dire, mais si on ne dit pas, on n'est pas sanctionné. c'est ça, mais Donc, sans sanction, etc. Mais peut-être que là aussi, il y a des éléments à prendre en compte. Enfin, je me demandais dans quelle mesure ça pouvait peut-être jouer sur le rapport de force entre les entreprises et les populations locales. Voilà. Donc, je suis d'accord hein, qu'il faut avoir probablement une vision beaucoup plus globale que le transfert de technologie qui consiste pour les gentils pays développés à transférer. Oui, et puis c'est une vision. Alors, je ne sais pas si vous savez. Donc, l'OMC, c'est 1994, d'accord? En 1992, il y avait 1 million d'ordinateurs. En 1996, il y en avait 36 millions. En 2000, il y en avait 365 millions. Et aujourd'hui, il y en a 4 milliards 600 millions. Et l'OMC a été créé en 1994 dans un monde où il y avait 1 million d'ordinateurs. C'est une vieille organisation qui a regardé ce qui se faisait dans les années 60, 70, et donc il y a la terminologie, transfert de... Mais en fait, c'est une organisation qui était vieille dès la naissance parce qu'elle n'a pas du tout correspondu à l'évolution du monde. Mais ça, c'est une autre illustration. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Non, oui. En fait, il n'y a pas besoin pour la transition vers une économie durable. En fait, il n'y a pas besoin de transfert. Il y a juste besoin d'une chose, c'est de consommer différemment. Les consommateurs finaux, mais les entreprises aussi. C'est la seule chose. Mais effectivement, une des difficultés, c'est les écarts de niveau de vie, etc. C'est-à-dire que c'est pas facile forcément d'acheter. Alors quand ça vient de Chine, pour l'Europe, ça y a pas de problème, parce qu'on peut, les moyens pour les entreprises ou les ménages, hein, peu importe, sont élevés, donc ils peuvent acheter des produits chinois. Mais si les produits européens et qu'on va vendre dans des pays où le niveau de vie est plus faible, là, ça peut poser des difficultés. C'est là que le transfert, il peut avoir un intérêt, en fait. C'est que, mais en soi, non, il faut juste soit consommer moins, soit consommer différemment. Sur le mouvement qu'on a vu dans le traité là, de juin de l'OMPI sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels, et qui a un écho d'ailleurs du dernier traité là, qui vient d'être adopté par l'OMPI sur les dessins et modèles, parce qu'il y a quelques petits points. En fait, ça s'inscrit dans un objectif d'un certain nombre de pays en développement. Leur objectif final, même s'il l'exprimait assez peu, c'est qu'il y ait un nouveau droit de propriété intellectuelle. Ça rejoint ce que vous disiez, qui protège les savoir-faire traditionnels. Alors, les ressources génétiques, c'est un peu plus compliqué, mais leur idée, c'est ça. Et qui serait un. Alors, les contours sont encore un peu flous, mais qui serait. Le brevet, vous voyez, c'est individuel. La marque, c'est individuel. Là, qui serait des droits de propriété intellectuelle collectifs. Mais on sait que ça existe. Hein, les appellations d'origine, c'est aussi un droit de propriété intellectuelle qui peut être utilisé par plusieurs personnes. Leur objectif, c'est ça. Et donc là, ils ont posé un grand jalon en juin, un plus petit jalon là en fin novembre, pour essayer d'aller dans cette direction. Et oui, ça pourrait rééquilibrer, mais à mon sens, un peu. Ouais, un peu. Il y a deux questions en ligne. Alors, Vous voulez que je les lis, on peut prendre les questions en ligne pendant que le micro circule. Rapidement, il y a une première question qui nous demande est-ce que relative au brevet unitaire, qui est une nouvelle modalité de délivrance du brevet au sein de l'Union européenne, quels sont les avantages pour le breveté? Y a-t-il un impact sur le transfert de technologie? Je pense qu'au regard de notre thématique de ce soir, ça ne change rien, le brevet unitaire. Ça étend plus rapidement le territoire de validation
au sein de l'Union européenne, et c'est tout. Donc, ça ne change pas grand-chose à notre problématique de ce soir. Et puis, une deuxième question qui est relative à la procédure PCT qu'on a évoquée rapidement, qui est la procédure de brevet gérée par l'OMPI pour une extension internationale. Je répète, ça n'aboutit pas à un brevet mondial. Ça permet de faciliter l'accès au territoire de différents États pour avoir des brevets locaux. Et la question est de savoir, est-ce que le PCT constitue un outil efficace pour favoriser le transfert de technologie, en particulier pour les technologies vertes, ou est-ce qu'il y a d'autres obstacles qui limitent son impact? Je pense que le PCT est un outil très efficace, mais on l'a dit ensemble, la dispersion de la technologie, elle existe à partir du moment où je publie ma première demande de brevet. Une fois que le brevet est publié une fois, il est libre d'accès dans le monde entier. Donc, à partir de là, la technologie, elle est diffusée, accessible à tout le monde, éventuellement un problème de langue. Ce que va permettre cette procédure internationale PCT, c'est d'avoir le brevet sur plus de territoires. Donc, si on disait les choses de façon un peu contre-intuitive, ça limite finalement le libre accès à la technologie, puisque plus j'ai de territoires sur lesquels j'ai mon brevet, plus il y aura de territoires pour lesquels il faudra qu'on demande mon accord pour exploiter cette technologie sur le territoire. Donc, c'est la seule chose. Je ne pense pas que le PCT favorise particulièrement le transfert de technologie. En revanche, ce qui est évident, c'est que c'était la doxa de l'OMC et l'idée de dire, pour qu'il y ait activement un transfert de technologie entre États, nord-nord, sud-sud, nord-sud, sud-nord, il faut qu'il y ait un droit des brevets similaire partout. Et on le voit 30 ans après, on l'a dit, on a un droit des brevets qui est très cohérent dans le monde, mais il n'y a pas eu une dynamique où on a cherché à obtenir brevet pour ensuite transférer la technologie. Et très concrètement, on trouve d'abord le partenaire avant d'étendre les brevets. Donc, il n'y a pas de partenariat industriel, il n'y a pas de partenariat entrepreneurial, et donc il n'y a pas de transfert de technologie qui se fait quel que soit le sens. Hein. Et on l'a compris, le transfert est beaucoup moins nécessaire que la formation, mais pour lequel ça peut se faire localement. Voilà, pour les questions en ligne. Alors, il y a une question là, et puis après, Sophie. Oui, merci beaucoup. Je me demandais sur pardon. Oui, je suis doctorante, Manon Lemaire, je suis doctorante en droit international public, je travaille sur les ressources génétiques. Et sur la question du traité de l'OMPI sur les ressources génétiques, est-ce que finalement, par rapport au principe de partage des avantages, ce ne serait pas plutôt une question de partage de la propriété intellectuelle? Je ne suis pas du tout spécialiste, mais peut-être de propriété conjointe des brevets quand il y a une question de savoir traditionnel qui serait intégré dans le développement d'innovations qui puissent être brevetées, que de véritablement créer un nouveau droit de propriété intellectuelle. Voilà, ça c'est ma première question. Et après, sur la deuxième question, sur les chiffres que vous avez évoqués à propos des brevets dans les différents pays, est-ce que finalement, ces brevets, enfin, les chiffres sont complètement différents, je comprends bien, mais est-ce que c'est peut-être la nature du brevet? Par exemple, je pense à l'agriculture. Est-ce que s'il y a 2500 brevets qui sont délivrés ou qui sont reconnus, par exemple, au Gabon, mais que ce sont des brevets essentiels sur des produits essentiels, type, je ne sais pas, des semences particulièrement importantes, est-ce que là, on ne voit pas le déséquilibre et plutôt que des chiffres, peut-être refléter vraiment ce sur quoi ces brevets ils sont déposés? Voilà, merci. Sur le partage des avantages, c'est un peu l'idée de Nagoya, quoi, et qui marche pas trop. Alors ça peut aller, je crois, jusqu'à dans le protocole. Je crois que ça. Alors, il faut qu'il soit une rémunération. En gros, enfin, en caricaturant, c'est un labo qui va mettre au point un médicament grâce à des ressources génétiques d'un territoire particulier. Il faut qu'il y ait un transfert d'avantages. Et les avantages, ça peut être financier, avec une difficulté, c'est qu'il faut que les États aient transposé la législation. Il faut ensuite qu'il y ait des interlocuteurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Et l'idée, c'est que alors ça passe en général par le niveau étatique. Et l'objectif, c'est que c'est les communautés qui en profitent.
D'après ce que je comprends, c'est pas toujours le cas, mais enfin bon, ça, c'est pas une raison pour pas le faire non plus. Heu, Juste si je peux rebondir, ouais, enfin, moi, c'est tout l'objet de ma thèse, donc ouais. j'ai largement travaillé sur le protocole de Nagoya. Et justement, c'est peut-être pour dépasser un petit peu ce partage des avantages qui ne fonctionne pas, mais on sait que le partage des avantages, c'est en compensation des droits de propriété intellectuelle qui sont reconnus sur ces inventions à partir de ressources génétiques. Et finalement, puisque ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on n'utiliserait pas le droit de la propriété intellectuelle pour en faire une propriété partagée entre les fournisseurs et les utilisateurs, comme une sorte de coproduction entre des savoir-faire traditionnels et une innovation technologique qui viendrait de... Mais l'accord de partage des avantages pourrait indiquer que les brevets obtenus sont en copropriété. Il n'y aurait aucun problème. La copropriété existe en propriété intellectuelle, C'est pas sauf du tout c'est utilisé, jamais utilisé, mais ça, évidemment. ça pourrait être beaucoup Ah, bah, il plus n'y a aucun poussé. problème pour dire on met une copropriété. L'accord de partage des avantages, c'est une quote-part qui peut être 10%, 20%, la moitié, ce que vous voulez. C'est jamais, jamais, absolument jamais fait. Est-ce que justement, dans ce cas-là, si c'est une copropriété, ça permettrait, par exemple, aux fournisseurs de savoirs traditionnels, j'imagine la situation dans le cadre du protocole de Nagoya, d'avoir accès aux connaissances dont vous parliez Mais non, de... mais c'est là où je reviens sur ce qu'on a dit depuis le début, c'est que le brevet n'approprie pas la connaissance. Le brevet approprie votre invention sur les territoires pour lesquels votre brevet est délivré. Or, il y a quasiment pas de brevet délivré sur les territoires des États où vous allez aller chercher des connaissances traditionnelles. Et si j'ai un brevet aux États-Unis, au Canada, en France, en Grande-Bretagne, en Chine et au Japon, ça n'a jamais bloqué l'usage du savoir traditionnel au Venezuela, au Suriname, au Oui. Gabon, en RDC, ainsi de suite. Et donc, il n'y a pas de frein à l'accès au savoir. Et Non. ça ne freine même pas la possibilité pour moi de vendre que ma communauté qui a le savoir traditionnel vende aussi un médicament. Parce qu'il y a une autre chose qui existe en propriété intellectuelle, c'est la possession personnelle antérieure. Et si j'arrive à dire, certes, Sanofi, il a un brevet, mais son brevet, il se base sur ma connaissance secrète antérieure, j'ai le droit de vendre ce qui relève de ma connaissance secrète antérieure. Donc on a un mythe, il n'y a pas un mythe du fait qu'on va chercher la connaissance ailleurs, parce que ça, c'est sûr qu'on va la chercher ailleurs. Mais il y a un mythe du brevet qui empêcherait la poursuite de l'usage. Et ça, il n'y a pas. Oui, mais je pense que ce n'est pas tant le fait d'utiliser, de pouvoir encore utiliser les savoirs, ce que j'espère est encore le cas, sinon c'est de la biopiraterie, mais plutôt de reconnaître à niveau égal des savoirs scientifiques et traditionnels et en les associant aux Ils droits de sont propriété. reconnus à niveau égal. Personne conteste le savoir. Non, mais c'est un discours qui est ethnocentré. C'est-à-dire que on est convaincu en Europe que l'esprit est meilleur que la main. On est convaincu que la science est plus forte que la tradition. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire ou d'affirmer qu'un savoir scientifique serait pas d'égale valeur qu'un savoir traditionnel, à part une pétition de principe, une posture? Il n'y a pas. Il n'y a pas d'argument à part dire il nous faut quelque chose de symbolique. Et symbolique, eh bien, c'est ce qu'a évoqué Guillaume. Ça fait 25 ans qu'on discute dans l'enceinte de l'OMPI pour construire une propriété intellectuelle qui ne peut pas exister, puisque le propre de la propriété intellectuelle, c'est qu'elle se base sur une création. Et le savoir traditionnel, eh bien, il est traditionnel. Donc, il n'est pas marqué par une création. Donc, on peut essayer de faire autre chose. Vous avez les indications géographiques pour des produits. Donc, ça plaît un peu. Ça veut dire que votre produit traditionnel, il pourrait rentrer là. Mais vous pouvez dire, on fait un brevet sur un savoir traditionnel qui n'aura aucun intérêt parce que le brevet, il porte sur une technologie donnée, il décrit la technologie donnée, ça veut dire que votre savoir traditionnel n'est plus un savoir traditionnel parce qu'il est publié auprès de tout le monde. Voilà, vous avez le cas intéressant de l'Inde. L'Inde a constitué une base de données des savoirs traditionnels avec pour objectif de bloquer des demandes de brevets essentiellement pour des médicaments qui intégreraient les technologies. Donc vous avez une sorte d'immense inventaire des connaissances traditionnelles indiennes. Cette base est accessible notamment aux offices de brevets. Et si je fais une demande de brevet dans laquelle je retrouve quelque chose, l'OEB contrôle, et évidemment, si je fais ma demande de brevet en Inde, l'Inde va contrôler à partir de cette base. Mais c'est un recensement qui fonctionne parce que c'est interne à l'État. Comment je peux imposer à tous les États de faire le recensement? Comment je peux imposer à des populations qui sont parfois nomades? Est-ce que je déclare au Cameroun? Est-ce que je déclare en Centrafrique? Ou est-ce que je déclare au Tchad si je suis au coin des trois frontières?
c'est extrêmement difficile de le voir. Donc, il n'y a aucun doute pour moi, hein, la biopiraterie doit être sanctionnée, mais on ne peut pas faire de cette question de la lutte contre la biopiraterie une question qui doit aboutir à singer les outils qu'on a et exagérer leur portée. C'est-à-dire je comprends votre idée. Euh, le point, c'est que ça paraît difficile à mettre en œuvre, peut-être pas impossible, mais en fait, ça nécessiterait. On peut pas juste dire dans ce cas-là copropriété, parce que en fait, le labo il exploite et puis enfin, alors, on peut avoir une image un peu caricaturale, hein, une tribu, je sais pas quoi. Enfin bon, en général, c'est quand même pas exactement ça, mais néanmoins, la population, en fait, qui n'a pas de labo, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire de la copropriété, en fait? Et donc, s'il y avait une copropriété, en fait, je pense que ce serait un outil pour qu'il y ait un peu plus de retombées financières, en fait. Et donc là, ça signifie que il faudrait avoir une copropriété obligatoire et ensuite des règles de copropriété, comme dans toute copropriété d'ailleurs. Et d'autant plus sur les brevets, puisque comme c'est immatériel, il y a un don d'ubiquité, quoi. Et, et là, bah, il y aurait, à mon avis, deux possibilités. C'est que soit celui qui exploite paye, mais alors après, la question, c'est combien? Et là, parce que si on dit c'est 0,01%, bon, bah, en fait, c'est très bien, mais enfin, pas très loin. La deuxième possibilité serait que la communauté puisse accorder des licences. Chacun peut exploiter librement sans l'autre. Et eux, mais bon, pourquoi pas, mais la question, c'est est-ce que la communauté pourrait trouver, enfin, vous voyez, si elle trouve des industriels, ça peut être top. Mais éventuellement, on réduit aussi le domaine public en faisant comme ça. Ce n'est pas nécessairement favorable. Et puis, on a un autre problème, c'est que pour être copropriétaire, il vous faut un propriétaire identifié. La communauté, ce n'est pas une personne capable d'être propriétaire. Donc, on a aussi un modèle juridique qui peut être dépassé, inadapté. Je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas discutable, mais on a besoin d'identifier. Or, la communauté, le peuple Peul, c'est quoi? Qui va gérer en tant que représentant du peuple Peul, qui est lui-même divisé? C'est extrêmement difficile de fournir une réponse. Or, on a une propriété intellectuelle qui est dans un domaine, alors là, sur le coup, clairement néocolonialiste, on l'a parlé, c'est un modèle, non pas que la propriété privée n'existe pas à peu près partout, mais on a, nous, un modèle unique d'organisation. Et quand vous avez des modèles multiples d'organisation, eh bien, la propriété intellectuelle s'insère très mal dans ce modèle. Et la réponse, allez lire le Code de l'environnement français, je suis sûr que vous connaissez. Oh, c'est facile, la réponse, c'est nos structures administratives. Donc, je fais de la bioprospection à l'île de la Réunion ou en Guyane. Je dois m'adresser à la préfecture qui me donne une autorisation. Je dois rendre mes résultats à la préfecture. Et puis, la partie de la communauté, ça ira à la mairie de je ne sais où, au Saint-Laurent-du-Maroni ou ailleurs. Mais enfin, c'est une lecture très, 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 très française de la communauté qui, de toute façon, est nécessairement rattachée à un découpage de l'administration française. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un modèle qui fasse rêver toutes les communautés. Juste. Il y a une dernière question Non, tu as abandonné. Juste un élément, si j'ai une minute, sur les semences. Vous avez raison, c'est essentiel la question des semences. Et c'est essentiel pour la sécurité alimentaire. Mais pour ce qui est de l'OAPI, donc l'Organisation africaine des variétés végétales, il y a, je crois, 2 variétés végétales délivrées. Point. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème pour toutes les semences qui n'intègrent pas des biotechnologies brevetées. Et pour les biotechnologies brevetées, il y a un très faible niveau de délivrance des brevets sur ces territoires. Oui, peut-être que mon exemple était mauvais parce que j'imagine qu'il y a plutôt des certificats d'obtention végétale sur les semences. Mais et c'est libre. que Et des là brevets, encore, on ne plutôt. produit pas. Vous voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai besoin de produire des semences pour mes champs. Plus mes semences sont efficaces, plus le rendement du travail de l'agriculteur est fort. Et il n'y a pas, on n'exploite pas des semences libres pour les produire et ensemencer les sols. Donc on retourne à la case départ. C'est possible, il n'y a pas de contrainte de la propriété intellectuelle, mais on ne le fait pas. Ça peut donner lieu à une demande de rendez-vous. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci encore une fois à tous les deux. Merci pour vos questions. Et puis, je pense qu'on peut vous applaudir parce que c'était vraiment très intéressant.